Salut, ouais, salut les gens. Ça va les auditeuristes ? Oui. C'est pas toi. Ah non, oui, pardon. C'est pas toi, ouais. Est-ce que tu connais ton rôle ? Ça vous plaît l'écriture inclusive à l'heure du Trumpisme ? Profitez bien, parce que nous aussi on se prépare à se faire racheter par Elon Musk. Ouais. Ça dépend combien il donne. Parce que vous le savez bien, l'horreur du dimanche, c'est ce podcast si famous qu'il est un véritable outil de soft power. Le podcast de la frousse molle, le podcast radicalement mou. Bouh. Ah Non, en vrai, je suis hyper anxieux en ce moment. Un peu parano même. Dès qu'il y a plus de clémentine dans ma boutique de circuit court, je me dis putain, ça c'est encore la faute de Trump, c'est l'embargo américain qui commence. C'est le début de la guerre. Oui, j'ai des vrais problèmes. Ces extraits vont être utilisés dans les meetings de Zemmour. C'est sûr. Regardez tous ces wokistes de merde. Allez, c'est bon là, le podcast devient problématique. Comment je vais faire ma transition vers la thématique du jour ? Ah oui, alors peut-être que pour démêler le vrai du faux des informations qu'on vient d'énoncer, il faudrait faire appel à un détective privé. Oh. Ouais, j'ai essayé. Wouh. Bon allez, je commence vraiment. Ça vous gêne pas que j'essaye, ça te gêne pas Mouchou que j'essaye de faire un podcast là. Bon alors, ce qui est intéressant dans les films de détectives qui enquêtent sur une disparition, bah, c'est qu'en fait, en négatif, ils enquêtent sur eux-mêmes. Voilà. Bah, bon. Fin de l'épisode, je crois. C'est bon. Bon, on va le voir, mais en vrai, la sélection de ce soir, elle m'a sacrément plu. Je crois que c'est une de mes préfs, sans spoiler. Et d'ailleurs, les usual suspects sont là. Camille, comment ça va ? Bah écoute, ça va. Chatterton, détective privé, prête. Léo, ça va ? Bonsoir, oui, ça va. Il a remonté son col. Ouais, c'est Bat Léo, quoi. Ouais. Ouais, j'ai essayé. Bon. Et Lola, ça va ? Oui, moi ça va. Moi j'ai remis mes modérateurs, donc je devrais être plus calme qu'au dernier épisode. Très bien. Le grand absent de ce soir, présent par son absence, hein, c'est un peu notre empty man à nous, c'est Brice, qui est avantageusement remplacé à la technique par Léo parce qu'on n'arrête pas les économies. Ouais, je fais même le public, vous avez entendu au début. Alors il voulait une petite intro, une petite ligne d'intro. Donc là-bas vos lèvres et le graissin à la bouche, elle l'élé et son Christian Clavieros est au platine. Ah ouais, merci beaucoup, ça fait plaisir. Je suis honoré. Ouais. Merci. L'horreur du dimanche, épisode 44. Oui. Ouais, c'est parti, c'est maintenant. Et on commence avec le film de Lola. Quel est ce film ? Oui, alors moi, mon film, c'est le classique Angel Heart. Johnny's favorite was as close to true evil as she ever wanted to come. There's death everywhere these days. You killed them. And you're trying to pin it on me. The flesh is weak. Only the soul is immortal. Did you kill him? I know who I am. You gotta burn for this, Angel. You gotta burn for this, Angel. In hell. Harry Angel has been hired to search for the truth. Pray he doesn't find it. Angel Heart. Angel Heart, la voix off des années 80. Oui, je vous ai mis le vieux trailer. Parce qu'il y en avait un nouveau pour la version 4K restaurée, mais il était moins marrant. Il était plus clair ou pas ? Parce que celui-là est quand même particulièrement bordel. C'est le film. Oui, c'est le film. En vrai, tu peux le dire que c'est une boucle de 10 secondes que t'as mis en genre 4-5 fois. Moi, j'en avais une, il y a la version 4K et ça, c'était la version caca. Voilà, c'est ma blague. Bon, c'est une blague que tu n'as jamais faite en plus. Ouais. Donc, ouais. Voilà. Enquête pour retrouver c'est le 44e épisode, c'est pour ça. C'est une grande enquête pour retrouver le sens de l'humour de Thomas ce soir. Ouais. Disparu. Et non, il a toujours été comme ça. C'est authentiquement mon sens de l'humour. Désolé. Le bon goût à la limite. Oui, donc Angel Heart aux portes de l'enfer en québécois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des titres québécois qui sont très importants. Aux portes de l'enfer, c'est bien. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai. Donc film d'Alan Parker sorti en 1987. C'est con que ça soit qu'un ascenseur tout le temps. Il n'y a pas vraiment de porte. Oui, c'est vrai. L'ascenseur de l'enfer, mais ça aurait été moins bien. Bref. Désolé, Luna, vas-y. Film avec
Mickey Rourke. C'est vrai qu'on aime bien Vicos Lola pendant qu'elle commence. Arrête. Arrête, oh Mais c'est même pas quand je commence, c'est quelle que soit ma place. Pardon, vas-y. Mickey Rourke, comme je le disais, méconnaissable quand il était beau. Enfin, quand il était en tout cas pas abîmé par la vie. Ça dit les termes. Oh là là. Dans le rôle d'Harold Angel. Lisa Bonet, Epiphanie, c'est la première fois qu'on la voit au cinéma. Ne pas confondre avec Lisa Monet, pour ceux qui l'ont. J'ai hâte ton fruit. Non, t'es malade, toi. Il sort des trucs comme ça. Oui, Lisa Bonet, c'est la mère de Zoé Kravitz. Oui. Ah oui. Qui est sublimissime. Voilà. Oui, oui. Exactement. Je ne savais pas. Charlotte Rampling qui joue Margaret Kruzmark et le grand, l'unique Robert De Niro. Ouais. Dans le rôle de Louis Cypher. Cypher. Pardon. Cypher. Cypher. Il dit Cypher. Cypher. Il n'arrive pas à le dire. Ouais. Un petit résumé. Donc, on est en 1955. Harry Angel est détective privé à New York et il reçoit un appel d'un nouveau client répondant à un drôle de nom. Bon, on l'a déjà dit, le drôle de nom. Donc, Louis Cypher. Ça s'écrit Cifre, je tiens à préciser. C'est ça. C'est pour ça que j'ai pas compris, moi, au début. Mais t'avais pas mis le son? Bah si, mais j'étais concentrée. Tu vois. En vrai, J'étais quand t'es vraiment un peu dans le flow du film, tu comprends pas au début. Au Moi, début, la première fois, j'avais ouais, pas j'étais un compris. peu genre en mode quoi. Moi, j'ai fait. Bah ouais, il y en a pour qui c'est moins facile que pour d'autres. Bah oui, Voilà. oui. Genre Mouchou. Mais je comprends pas. Elle n'avait pas compris. Voilà. Donc, Monsieur Cypher, Monsieur Cifre, c'est plus rigolo comme ça, demande à Harry de retrouver un certain Johnny Favorite, un autre calembour sympa. Ah bon? Non, c'est pas un calembour, c'est juste un nom nul. En fait. Ah oui, ok. J'étais en train de... Non, le calembour, pardon, c'est Louis Cypher. Ah, oui, oui, ok. Parce que là, Johnny Je suis fatiguée. Johnny Favorite. Favorite, bah je sais pas, ouais, bon. Je suis Voldemort. Comme dans... Bon, vas-y, Lola, désolé. Ouais, non. Donc, qui est un ancien chanteur de charme ou crooner. Attends, je te réinterromps. On dit un chanteur de charme? Oui, crooner, ça se traduit C'est par chanteur de charme. N'importe quoi. Attends, je mais vous là, breaking news. je dirais plus jamais un crooner, du coup. Ah si, bah, vous irez regarder la page wiki. Ah bah, de Eddie crooner. Mitchell va être habillé pour elle. C'est un chanteur de charme. Putain, je sais pas si quelqu'un comprendra ce résumé. Enfin bref, il y a un mec bizarre qui demande à un détective privé de chercher un chanteur de charme. Que Louis Cypher aurait aidé au début de sa carrière et qui aurait une dette envers lui. Harry va donc enquêter sur ce supposé disparu, nous entraînant peu à peu avec lui dans une longue descente en ascenseur aux enfers. Mm. Un petit mot sur le cinéma d'Alan Parker. On n'en avait pas parlé jusqu'à présent. Donc, c'est un cinéaste britannique important des années 80. Il nous a quittés, je ne savais pas, en 2020, donc j'ai quand même 5 ans de retard. Voilà. Aucun de ses films ne se ressemble. Mouchou, ça va vraiment pas le faire. Là. On est vraiment au tout début de l'épisode. On parle de la mort d'Alan Parker. T'es content. T'enflamme pas, quoi. Voilà, donc ils abordent des thèmes à chaque fois hyper différents, en passant par... il a traité du trauma de la guerre dans Birdie, du milieu carcéral dans Midnight Express, la ségrégation raciale dans le grandiose Mississippi Burning. Moi, je crois que c'est un de mes films préférés. Il a fait aussi 2 films musicaux, Fame The Commitments. Et Pink Floyd The Wall. Ah bah il y a Commitments aussi. Ah bah je n'ai pas vu. Et Angel Heart, c'est son 7e film, donc juste avant Mississippi Burning, pour vous repérer. Et pour la première fois de sa carrière, il s'essaye au surnaturel mélangé au classique film noir de détective. Donc, Angel Heart, c'est une adaptation du roman Falling Angel de William Ortsburg. Je suis désolée si j'ai écorché ce nom. Voilà, qui est sorti qui a été publié en 1978. Donc, Parker va écrire lui-même le scénario à la Nouvelle-Orléans après avoir décidé de déplacer l'intrigue là-bas, parce que le livre se passait uniquement à New York. Le film prendra donc des libertés par rapport à l'histoire originale, évidemment parce que c'est pas une recopie, c'est une adaptation, et entre autres, le lieu où il y a un peu à New York, mais c'est quand même globalement à New Orleans. Et ce sera d'ailleurs en écrivant là-bas, dans un café, qu'il aura l'idée du ventilateur, ce présage de mort qui revient plusieurs fois dans le film. Ça, c'est bien, ça.
Ah Il y a oui. des Voilà, petites ça n'a flashs, aucune signification. Enfin, intellectuellement, ça ne peut pas être analysé. C'est vraiment, il le dit. C'est vraiment juste un ventilateur. Je trouvais ça beau. Ah, Moi, Camille je- a une interprétation. Camille, Ah oui, peut-être bah ouais. qu'elle a une interprétation. Mais Oui. juste, il dit, je trouvais ça beau et effrayant, et en fait, à l'image, ça rend bien. C'est le principe de l'inconscient. Ça submerge. Bon, bah, Bah voilà. on pourra plus lui dire, Elle il est habillée pour décédé. l'hiver, Alan Parker. Ouais. Bah non, pas rhabillé pour l'hiver. Ouais, mais non. bon. Dommage que je l'ai pas croisé. Ouais, Son- bah tu pourras bref. nous expliquer, parce que moi, j'ai pas ventilateur. Bon, ok. Moi, je m'étais dit, il fait chaud, c'est les enfers. Je me fais c'est- une note ventilo. Ok. Elle a juste fait une petite croix sur son carnet. Et ouais, c'est un film qui aurait dû ne jamais sortir au cinéma parce qu'il a d'abord été classé X par la Motion Picture Association of America, donc MPAA, ce qui voulait dire qu'il ne pouvait être projeté que dans les salles réservées à la projection de films porno, en gros. Tout ça à cause de la scène de sexe un peu violente entre Harry et Epiphany. Parker, il a fait 2 fois appel. Il a été 2 fois rejeté et donc il a fini une semaine avant la sortie en salle par accepter de couper une dizaine de secondes d'une scène d'à peine 2 Ah, minutes quand même, ce qui est d'accord. assez grotesque, pour obtenir la classification R. Ouais. Heureusement. Comme ça, on peut en parler dans ce podcast sans être classé pornophile. Je ne sais Ouais. pas si ça se dit. Nous aussi, quoi qu'on avait parlé de Showgirls, j'allais dire. Ouais, on n'est plus à ça près. Donc on est plus. Et de Brigitte Lahaie. Oui, c'est vrai. Oui, exact. C'est vrai. Donc ça ne nous aurait pas dérangé. Voilà. Moi, j'ai choisi ce film parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour le personnage principal d'Harry Angel. C'est peut-être, un des meilleurs rôles de Mickey Rourke, je trouve. Ouais, Donc, je suis d'accord. un détective pourri, complètement fissuré, qui a pour excuse à tout qu'il vient de Brooklyn. On s'y attache et on le suit volontiers dans le sud, les enfers ou la Louisiane, les deux. Franchement, je pense, moi, ce qui m'a convaincu, c'était le protège-nez aussi. Ah ouais, j'avais le vraiment protège-nez. espéré que ça allait le protéger de tout le reste. Ah ouais, non, il est trop bien protégé. Je trouvais ça très drôle. Pas assez utilisé, hein. On le voit qu'une ou 2 fois, mais Bah non, Ah, bah, quand ça même, suffit pas. c'est vrai que c'est saillant. Ouais. Et donc, on va avec Harry chercher désespérément le chanteur Johnny Favorite, sachant dès le début qu'on a affaire à un pacte avec le diable, évidemment. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a une toile de fond qui est tout aussi intéressante, donc l'Amérique catho-raciste pendant la ségrégation. Je rappelle qu'on est en 55 et en Louisiane. C'est, je pense, un sujet qui lui tient beaucoup à cœur, puisque, encore une fois, il a fait Mississippi Burning juste après, qui relate des horreurs du Ku Klux Klan. C'est dur à dire. C'est pas grave. C'est pas grave. Il expose donc la communauté noire américaine en plaçant son récit en Louisiane, mais aussi le peu qui est tourné à New York est tourné en fait à Harlem, qui est quand même quartier historique de la culture noire américaine. Donc on aura la rencontre quand même entre les deux, entre le personnage de De Niro et de Mickey Rourke là-bas, à Harlem, dans une église où les sermons d'un prêtre noir, qui se prend littéralement pour Dieu, nous indiquent que directement on est dans quelque chose de sacré, il se passe quelque chose. Enfin, en tout cas, entre ces deux personnages. Et puis, on va jeter complètement le catholicisme, enfin, en grande partie, une fois arrivé dans les bayous, en fait. Là, on va avoir les pâtes de poulet, les rituels vaudous, et un plan très, très fort et très, très beau de Mickey Rourke assis sur les places de bus réservées aux, je cite, personnes de couleur. Et la fameuse scène de sexe avec le personnage d'Epiphany Proudfoot, qui est donc une femme noire, prêtresse mambo, qui vient sceller un peu la position progressiste du personnage de Mickey Rourke. Et pédophile aussi. Ouais, bah Pour la ça scène de c'est sexe, voilà, oui. ça c'est le Mais bon, c'est un détail. et aussi incestueux. Oui. Mais bon, Mais ouais, là, tu Ouais. spoil. Mais bon. bon, c'est pas Voilà, grave. bon, tout ça est en tout cas magnifiquement montré par la photographie donc de Michael Cérezine, qui a fait quasiment toute la filmo d'Alan Parker. Et aussi, je l'ai noté, je trouvais ça drôle, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ah, OK. Il était pas. Bah pas- finalement oui. Bah, Ouais. J'ai souvenir qu'il était pas trop mal, mais bon, est-ce que c'était vraiment la photo? Je me souviens pas. Voilà. Et donc là, on a vraiment un film qui suinte, qui est vraiment
Enfin, l'image est très belle, mais c'est vraiment crasseux, quoi. Ça se suinte, vraiment. Il y a de la sueur un peu partout, quoi. Ouais, il y a de la sueur, de la poussière, de la boue, enfin vraiment. Et donc, et voilà. Et donc, tout au long du film, on va nous dévoiler des indices de manière un peu grotesque pour qu'on devine la fin, en fait. Enfin, moi, j'avais deviné la fin, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, séquence de fin incroyable avec une performance de Mickey Rourke qui est, je pense, au sommet de son jeu d'acteur. Avec I Know Who I Am. C'est sûr que après tu le vois dans les Expandables, ça fait mal. Ouais. À côté, c'est waouh. Et oui, et moi, peut-être que vous le ferez, mais moi, j'ai pas trop envie de parler de l'histoire en tant que telle pour pas trop gâcher le film. Voilà, en tout cas, sachez que c'est un film qui a marqué les esprits et qui est un peu oublié, je pense. Et Adrian Lyne le cite pour avoir largement influencé l'échelle de Jacob. Ah oui, pareil évidemment, pour Memento de Christopher Nolan. Ouais. Et voilà, grosse influence aussi dans le monde du jeu vidéo, que ce soit pour BioShock Infinite ou Gabriel Knight. Oui, je vois. C'est la référence de ces deux jeux. Oui, je vois. Ouais. Voilà, donc un grand classique, mais un peu oublié. Donc je sais pas ce que... Moi, je l'ai vu récemment, en fait. Donc, moi, je l'avais jamais vu avant. Moi non plus. Je connaissais même pas l'existence du film. Ah ouais. C'est un drôle d'objet. Ouais, et puis c'est vrai que c'est un film qui s'inscrit pour moi. C'est un grand film. C'est très foisonnant, quoi. Il y a énormément de choses. Tu as réussi à le résumer de façon très claire. Donc bravo. Malgré 70 interruptions. Oui. Pardon. Mais au-delà des interruptions, je trouve que c'est vraiment pas évident de le résumer parce que c'est un film très complexe. Ouais. Et c'est pour un peu... Enfin, je pense qu'effectivement, l'échelle de Jacob, c'est une bonne orientation en termes de symbolique, d'esthétique et tout. Et Memento, c'est sûr que Nolan est fou de ce film. Enfin, c'est sûr. Ça reprend exactement les mêmes mécanismes. De la narration, en fait, oui, fracturée. C'est ça. Ouais. Ou de Scorsese aussi, Shutter Island. C'est directement inspiré, c'est sûr. Et donc, ça donne un film qui est très, très coupé, séquencé comme ça, où il faut être très attentif parce que justement, il y a beaucoup, beaucoup de petits œufs. C'est drôle de dire ça en plus. Ce qu'on appelle les Easter eggs, qui sont en gros des petits indices qui sont disséminés au fur et à mesure. Et évidemment, on s'en rend pas compte. Et à la fin, on se dit ah bah oui, c'est vrai. En se tapant le fond. En gros, c'est un peu ça. C'est ce qui nourrit aussi toutes les vidéos explications sur ce film qui durent. Oui, de tout le moindre petit symbole décortiqué, etc. Et c'est là où il y a le petit symbole du ventilateur. Ouais. Parce que pour le coup, du coup. Pour le coup, moi, je trouve que ce ventilateur, parce que en fait, il y a beaucoup de moments où le personnage, donc comme dans un polar noir, va rencontrer des personnages qui vont lui donner des informations, évidemment tronquées, etc. Il s'en va de ces espaces. On voit ces ventilateurs systématiquement, quasiment. Il y a des plans qui insistent dessus. Et en fait, le ventilateur tourne dans un sens et puis dans un autre. C'est comme s'il y avait une sorte de rewind. Ça ne sert à rien pour se ventiler. C'est plus un truc où tu te dis, bon, c'est bizarre de montrer ça à chaque fois. Et en fait, je trouve que ça montre... si on veut en faire une interprétation, pour moi, c'est... comment dire, la psyché même du personnage principal, de Angel, qui en fait est elle-même fracturée, sans en dire plus, et où en fait c'est un personnage qui fait beaucoup d'allers-retours. Ouais, ok. Oui, c'est vrai. Pour pas tout dévoiler. Ouais. Mais film très intéressant. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au-delà de ces petits trucs, ces mécanismes, ces interprétations et ces symboles, j'aime bien qu'il y ait des choses qui échappent complètement à la narration. Il y a un twist qu'on ne va pas dévoiler, mais ce twist-là n'explique pas tout. Et ça me plaît. Il y a notamment un personnage, qui est le personnage de la Dame en Noir, qu'on va voir plusieurs fois dans le film et qui en fait n'a pas d'explication. Oui, complètement. Et un personnage très étrange qui dit, pour moi, qui est quand même on assez a un capital. bout d'explication. Oui, mais ça, en vrai, ça n'explique pas tout. Genre, c'est très étrange. Mais c'est comme de la scène du début dans l'église, justement, à Harlem, où tu as cette femme, justement, qui nettoie un mur Exactement. Enfin, bon, le mur ensanglanté, on comprend, mais oui, c'est vrai qu'elle revient. Elle revient plusieurs fois. Je suis en train de me rendre compte que surtout, c'était cette dame. À la fin, on voit son visage. Oui.
Et là, il se passe un truc assez fou. Oui, Sauf que ça veut rien dire pour la narration. Donc, Ouais. bref. Ouais, c'est vrai que c'est. Et ça, c'est assez marrant, justement. Ça échappe un peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il a mis plein de Ouais. petits trucs un peu bizarres. Donc, c'est pas mal. Ouais. Pas mal du tout. Ouais, bah. Enfin, moi, je trouve ça. Moi, je l'avais déjà vu, je sais pas, 4 ou 5 fois. Ah oui. Mais. oui. mais, C'est à cause de papa, ça. Non, mais c'est parce que Film j'aime. préféré de notre père. Non, c'est même pas vraiment pour ça, parce que je l'ai vu la première fois, je devais avoir une vingtaine d'années, mais parce qu'en fait, j'étais assez fan de ce genre de construction narrative. C'était la période où j'aimais bien les films avec des twists interdits. Et là, c'est un peu twist interdit origine, quoi, le film. Mais non, mais c'est vachement bien tenu, hein. Attention, enfin, et puis le film vaut... et se tient indépendamment de son twist. Oui. Enfin, voilà, donc ça repose pas que sur un effet de surprise final. Il y a une montée en tension, il y a une confusion, un foisonnement qui monte crescendo pendant tout le film, en même temps que la chaleur et que C'est vrai que j'ai eu chaud, moi. ouais, et que Bah, la moiteur qu'on voit sur les vêtements de Mickey Rourke. Donc, C'est vrai que quand il enlève sa chemise en descendant du train et qu'il a des énormes Ouais. auréoles, j'ai pensé à toi d'ailleurs. ouais, ça bah, m'a fait voilà. penser à Walking Fright. Ah bah. tu Ouais, vois. il y a un truc. Ouais. Moi, ça m'a fait penser à ma vie, en fait. Ah ouais. Thomas, De il chercher enlève le déodorant toujours le plus efficace. Mais non, mais c'est... Oh putain. Vous voyez ce que je vis quand on Easter eggs, enregistre. du podcast, quoi. C'est un vrai problème. Non, mais voilà, m'éloigne un c'est peu. un film que je trouve ouf. Et après, j'ai toujours du mal avec cette scène parce que ce qui est assez marrant, donc la fameuse scène de sexe qui a fait l'objet d'une controverse à l'époque. Oui. Alors, ce qui est assez marrant, c'est de voir que la controverse de l'époque, c'est que la scène était trop explicite, mais non pas que Ouais. elle a impliquait 17 ans et voilà qu'elle ouais. impliquait un personnage mineur dans la narration. Ouais. Ça, c'est quand même. C'est quand même assez C'est quand même tout à fait particulier, c'était les années 80. Vive les années 80. Hein. Mais du coup, cette scène est un peu dérangeante quand on la revoit. Après, je dirais qu'elle a pour elle d'être filmée comme quelque chose de dérangeant et d'être placée dans la mise en scène au moment de l'apogée, quoi, du climax. Bon, mauvais jeu de mots, mais enfin, mauvaise utilisation du terme. Mais en tout cas, ça vient à un moment du film où la tension est à son max. Et il y a toute une mise en scène que je dévoilerai pas autour de cette scène qui la rend plus horrible qu'autre chose, qu'érotique. Il n'en est pas moins que ça reste Vous avez problématique. repéré que dans cette scène, il y a des images subliminales de cette même scène, mais en fait, donc, où ils sont en train de coucher ensemble. Donc, tu as Mickey Rourke au-dessus de Lisa Bonet. Et en fait, il y a des images où en fait, ils montrent autre chose. Oui, et du coup, tu as un autre point de vue. Mais Non, t'as pas un autre point de vue, mais Qu'est-ce ils montrent ce qui se passe vraiment. Et Ah en fait, oui. quand tu passes image par image, t'as le... parce que moi, au départ, je me disais, il y a un truc bizarre à un moment dans cette scène, en dehors de la scène qui est violente et bizarre. Mais en fait, il y a des plans où ils montrent ce qui se passe réellement et pas seulement une position en missionnaire. d'accord. Voilà. Ok, bah, j'ai pas fait Et gaffe. c'est même en faisant du image par image, c'est très bizarre. C'est quand même Enfin, sacrément bizarre ouais. de faire du image par image sur cette scène. Mais c'est pas Bah, grave. parce que moi, il y avait un truc, mon œil, il buguait sur un truc dans cette scène. Et effectivement, voilà. Mais après, Je c'est suis ça que une moi, malade mentale. j'ai bien aimé justement ce côté et qui peut aussi faire penser à l'échelle de Jacob là-dessus, c'est qu'en fait, ce twist, bon, on en parlera, je pense pas enfin, en fait, je pense pas que ce soit utile d'en parler, mais ce qui est cool, c'est que ça te refait revoir tout le film et te questionner sur ce que tu as réellement vu et à travers les yeux de qui tu as vu ces scènes-là aussi, quoi. Et toutes les... Bah, du coup, on en parle un peu, mais les omissions dans la narration du personnage principal sur en fait, les meurtres, ça met du coup après en porte-à-faux tout le film où tu te demandes qu'est-ce que tu as réellement vu, qu'est-ce qui est vrai ou pas à travers les yeux de qui tu le vois. Et moi, il y a certaines scènes que j'ai trouvées trop bien. La scène du cache-nez sur la plage, Oui. là, elle est Ouais. incroyable. C'est très cool. Ah oui, oui, oui. Ouais. Très cool. Non, il y a des scènes qui sont. Ouais, elle est très belle cette scène. Ouais, Enfin, le ouais, plan ouais. est très, très au-delà bon. de la dimension comique, mais je pense que c'est ça que tu voulais dire, c'est que même ça se passe sur Coney Island. Ouais, c'est c'est assez beau avec la grande roue et Mm. l'île qui est un peu désertée parce que c'est en plein hiver. Mm. Bon, mais Ouais, ouais. puis il y a plein de, en fait, il y a plein d'éléments dans le film qui peuvent donner la sensation quand même de pas saisir ce qui se passe. En fait, d'avoir un discours qui est toujours avec un second degré qu'on arrive
pas trop à attraper, moi je trouve. C'est assez rare, tu vois, dans Ouais. les films d'habitude, je trouve ça quand même un peu in your face et tout. Là, il y a quand même beaucoup de choses qui échappent, donc il faut accepter ça, je pense. Et dès que tu acceptes, là, c'est très agréable. Oui, T'as oui. l'impression d'être dans un songe, en fait. Ouais. Et je trouve que c'est un film qui retrace bien un moment des États-Unis. Tu parlais de Mississippi Burning, qui fait juste après, qui est un des plus grands films sur cette période-là aux États-Unis. Moi, ça m'a fait penser à certains livres de James Baldwin aussi, sur la musique, sur le rapport entre les hommes blancs, les femmes noires et tout ça. Non, c'est quand même... Et puis esthétiquement, c'est très beau. Ouais. Enfin, Et tu prends du plaisir, quoi. Tu parlais effectivement d'accepter le fait qu'il y a plein de choses qui nous échappent, chose que je n'ai absolument pas faite. Ça m'a rendu ouf. Ah bah oui. Et oui, j'ai oui. ici une feuille. J'ai T'as pas fait des retourné. schémas. J'ai fait un schéma parce qu'en fait j'étais tellement mindfuck à des moments. J'étais en mode attends, il part à la guerre en 43. Oui, il moi pareil, revient en 43. la temporalité, elle m'a fait trop bizarre Et aussi. donc vraiment, j'ai eu c'est un film qui est compliqué et c'est vrai que Oui. ne faites pas comme moi. Je pense que c'est vraiment Mm. quelque chose. Camille a raison. Il faut accepter que Oui. c'est compliqué Ouais. et que on comprend pas tout vraiment parce Bah, que sinon c'est un bah, casse-tête. Sur ce point particulier, le film que j'ai choisi, dont on parlera plus tard, ça montre que c'est... je veux dire, mon choix n'est pas anodin, mais c'est vraiment une structure narrative que j'aime bien. Et c'est pour ça que Angel Heart, c'est un film que j'aime particulièrement, parce que j'aime beaucoup j'en parlais dans l'intro, mais ces personnages qui enquêtent sur une disparition, donc on voit jamais la personne concernée par la disparition. Ouais. Et en fait, on se rend compte qu'ils enquêtent un peu sur eux-mêmes, et du coup, ça donne une espèce de structure narrative un peu forcée. C'est-à-dire qu'on rentre un peu la progression du personnage d'un lieu à l'autre et de l'événement à un autre est un peu, je veux dire, un peu aléatoire. Il n'y a pas vraiment de... Il y a une logique si on fait attention et tout ça, mais quand on regarde le film et qu'on est dans le flow du film, en fait, on l'aperçoit pas forcément au premier abord. Et donc, ça demande effectivement une espèce de lâcher prise quand on le regarde. Ouais. Et c'est un truc agréable parce que quand ça fonctionne, en fait, on se rend compte que pour faire un film, il n'y a pas besoin d'histoire, ou en tout cas très peu. Ouais. Et ça, j'aime bien. Voilà. On vrai. passe à la suite. Bah oui. Et la suite, c'est le film que Camille a sélectionné. Camille, quel est ce film ? Et ben moi, je vais vous parler de L'homme qui voulait savoir. Je m'appelle Raymond Lemorne. Je suis sociopathe et claustrophobe. Je n'ai jamais trompé ma femme. Ah, Gabi, le tire-bouchon, s'il te plaît, dans le tiroir. Mais je m'empresse de vous dire que pour moi, le pire, ce n'est pas tuer. Parce que mine de rien, c'est devenu une passion. Tu as quelque chose dans la tête. vous êtes un menteur. Menteur? Ouais. Bon, bah, Camille. Alors, et ouais. si l'homme qui voulait Raconte-nous. savoir, ce n'était pas nous. Alors, c'est pas nous directement, parce que nous sommes des femmes avec Lola, mais... Oui, Bref, je pense être dans le thème. oui, oui. Un peu. L'homme qui voulait savoir, c'est... Après, il n'a pas de carte de détective privé. Donc, Oui, c'est bon. vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Oui, il a des super posters. Alors, donc... Ça y est, c'est ta malédiction aussi. Oui, c'est ça. Un film de 1988. Et pour une fois, effectivement, le titre français est mieux que le titre anglais, qui est The Vanishing. Voilà, ceux qui se sont évanouis. Enfin, qui ont disparu, quoi. Oui. Et c'est un film, sinon, qui est néerlandais. Et le titre, c'est Spoorloos. Ouais. Spoorloos. Mm. Désolée à tous nos amis néerlandais pour mon accent mauvais. Oui. Donc, c'est un film, je disais donc néerlandais, qui est signé George Sluizer. Un mec qui est pas très connu. Moi, je connaissais pas du tout. Et pourtant. Qui est pas très connu. De nous dans l'horreur du dimanche, parce que c'est la première fois qu'on en parle, et c'est un homme qui est né donc en France. Il a continué
en Hollande, son travail, et il a été notamment assistant réel pour Herzog, notamment pendant longtemps. Ça se dit encore, la Hollande? Oui. Bah oui. Bah, c'est- François Hollande. C'est pas les Pays-Bas? Bah non, mais c'est pareil, la Hollande, les Pays-Bas, les Netherlands. Ok, Oui. ouais, je pensais Enfin, je sais pas. Oui. Pour moi, c'est Ouais, mes c'est bon, parents de toute façon, qui disent la ils vont Hollande. s'en remettre qu'on les La vieille nomme, personne. qu'on les nomme pas bien, je pense, ça va aller. Bah ouais. Et puis en plus, c'est. Je sais pas, on dit des vélos hollandais, non? Oui. Le hollandais volant. Le Hollandais le- volant, voilà, ouais. ouais. Très belle ref. Oh là là. Ouais. Je vérifie mes conneries en direct. Vas-y Camille, excuse-moi. Et donc avec ce film, George Swisher, il signe vraiment un film qui est peu connu aujourd'hui, mais qui, à son époque, sorti en 1988, a fait quand même pas mal de bruit dans les festivals européens et internationaux, notamment américains, et qui a connu donc son adaptation en 93, je crois, version anglaise, The Vanishing, avec Jeff Bridges et Sandra Bullock. Lola l'a vu parce qu'elle s'est plantée de film, je sais. T'as vu les deux, du coup là, J'ai vu les deux. J'ai vu les deux. Et tu pourras nous parler du fait que cette adaptation n'a pas du tout fonctionné parce qu'ils ont modifié la fin. Les idiots. Ouais. Voilà. Les ricains. Moi, je voulais vous en parler parce que il faisait partie de ma liste de films inconnus, de films que je n'ai pas vus et que je veux voir. Donc j'en profite avec. Tu l'avais pas vu? Non, Ok. non, je l'avais pas vu. Je voulais le voir parce que c'est Stanley Kubrick qui en parle comme pour lui un des films les plus terrifiants. Oui. Ah oui. Et donc, à partir du moment où Stanley a dit ça, je me suis dit attends, mets-le sur ta liste, Camille. C'est un snob, c'est insupportable. Je ne suis que les conseils. Surtout quand les grands cinéastes de l'époque disent ça en général, bon, t'es là, oui, bon. Mais là, pour le coup. Là, c'est bien. Pour le coup, oui. Alors, de quoi ça parle? Donc l'homme qui voulait savoir, c'est assez simple. On va suivre en fait un couple qui est composé de Rex et de Saskia. Ils sont donc néerlandais, hollandais pour les vieux. Et ils Alors, partent... excusez-moi, mais vraiment, c'est appelé Hollande parfois par métonymie. Et à ne pas confondre avec la Hollande, qui est une ancienne province des Pays-Bas. D'accord, donc c'est colonial de dire Hollande. Donc, c'est pas cool. Ouais. Bah merci. Pays-Bas. Voilà. Les Pays-Bas. Moi, Les Pays-Bas. je te soutiens, Camille. Mais à Pour moi, culpa. pour moi, c'est la Hollande. Mais bon, voilà. Bon, alors je m'excuse auprès des Néerlandais, du coup. C'est ça hein, qu'on dit. Ok. Ouais. Oui. C'est compliqué, hein. Donc, tout ça pour dire que c'est des touristes qu'on connaît bien, qui Au sont ski. exactement. Et Et là, c'est en été, et donc ils sont sur l'autoroute du Soleil parce que aux Pays-Bas manifestement il y en a pas suffisamment. Et direction Nîmes. La région, Nîmes, c'est à côté des Cévennes, etc. Ouais. Il y a les arènes et tout. Oui, C'est joli. oui, C'est très joli, Nîmes. Ouais. Ouais, moi je préfère Anduze, là où il, Ah bah il parle oui. de cette Ouais, ville. ouais, ici, ouais. Fun fact, j'ai une partie de ma famille qui habite là-bas. Ah, Oh, J'étais en mode, oh, bah écoute, un signe. Bah, on les salue. Hein. ouais, Oui. on espère que ce ne sont pas des psychopathes. Non. Ouais. Ça n'est- Pas que je sache. Et voilà, il a tout gâché dans mon résumé. En gros, donc ils partent tous les deux en voiture pour passer des vacances. Et Saskia raconte à Rex un rêve qu'elle fait depuis très longtemps, qui est un rêve récurrent, comme ça, où elle est dans un œuf doré. Et dans cet œuf d'or, du coup, elle est toute seule. Et lui ne peut pas la toucher. Ils peuvent juste être tous les deux à côté dans des œufs dorés. Voilà. Le rêve sous acide. Ouais, c'est ça. Bon. J'ai jamais fait ça. Moi, dans ce genre de situation, je mets la radio. J'aimerais que ça se passe. Oui, oui, d'accord. Oui, oui. Allez. Change de psy. Ça. Non, mais c'est vrai. Blague à part, les gens qui te racontent leurs rêves comme ça, c'est relou. Hein. T'es là, bon, je sais pas quoi dire. T'es là, oui, bon, bah, qu'est-ce que je te dis Oui, Non, c'est il y a bien. des rêves marrants parfois. T'as Celui-là rêvé n'est pas que très intéressant. T'as rêvé que t'étais dans un œuf. Bah, oui, bah, écoute, Un œuf doré. Doré. t'es un gros bébé, voilà. Qu'est-ce que je te dis Oh, D'accord, bon, bah voilà. J'appelle tous les psychanalystes à nous laisser leur interprétation. Qui, à mon avis, sera un peu plus intéressante que t'es un gros bébé, voilà. Pour... Un gros poussin. Un gros poussin. Est-ce que Ah oui, un c'est gros pouce. une conséquence directe? Peut-être, mais en tout cas, Rex décide après ça de lui faire le coup de la panne. Genre, on la connaît pas.
Ah ouais, il y a plus d'essence dans ma voiture, nanana. Bah super. Dans Et le donc, noir en plus. En tout ça plein dans un milieu d'un tunnel. ouais. Dans un tunnel. Et en plus, il n'y a pas eu le contrôle technique. Il n'a pas de feu de détresse. Alors, je me tourne vers Oui. le point info moto. Là. Je viens de passer mon code de la route. Et tu l'as eu surtout. Je l'ai eu. Bravo. Effectivement, c'est déjà extrêmement dangereux de s'arrêter dans un tunnel comme ça. Bon, après, il n'avait plus d'essence, mais il aurait pu le prévoir. Et les feux stop, les feux de détresse sont obligatoires en fait. Ouais. Donc, Et Combien de points le Combien de gilet points jaune, il a pas son gilet jaune. il a pas de gilet son jaune, il cône, a pas de il a triangle, rien. il a rien. Ouais. C'est voilà. Donc pas bien. Et en plus, il fait un move de gros connard. Donc, il se retrouve dans cette situation qui est quand même bien nulle. Et là, le pompon, c'est ah ben non, mais t'inquiète pas, je vais te laisser là. Et moi, Rex, donc, je vais partir avec mon jerrycan pour aller le remplir. Et donc, il abandonne Saskia toute seule dans le noir, dans ce tunnel. Pas cool. Voilà, les vacances partent mal. Mais Ouais. bon, ils se réconcilient parce qu'ils sont quand même très amoureux l'un de l'autre. Moi, il me fait ça, je le quitte direct. Ouais. Bah. Salut Rex. Moi, je ne sors pas avec quelqu'un qui s'appelle Rex. Voilà. Merci Lola. Sauf si c'est un berger allemand. Mais- Qui passe le midi sur France 2, sinon je suis pas intéressée. Bon, elle lui fait des cadeaux de merde aussi parce qu'elle lui offre un truc là, comment ça s'appelle? Un frisbee. Un frisbee. Bah voilà, Bien, c'est c'est pour les vraiment. chiens. Moi, ce que Ah j'ai oui. apprécié dans cette séquence, c'est le point inflation, parce que donc cher, évidemment le frisbee, après ce moment-là, il décide d'aller faire enfin de l'essence, et je dis bien faire de l'essence. Oui, Oui, c'est c'est vrai comme que ça tu qu'on viens de- disait quand on dit la Hollande, Ouais. on dit faire de l'essence. Exactement. Et à l'époque, écoutez-moi bien, le plein de cette voiture qui à mon avis consomme beaucoup, c'était 100 francs, Et ce qui oui. équivaut à 15 euros. Ah Ouais. bah, il est bien loin le temps Ce qui des 15 euros. équivaut un peu moins de 10 frisbees. Ouais. Le frisbee à 1 euro, quoi. 1,50 €. Mais donc les voilà sauvés, Ah oui, les non. voilà sauvés sur donc une station-service avec tous les touristes qui sont C'est présents et tout ça, l'angoisse. où on entend, c'est vraiment le cœur de l'été, quoi. Mm. On entend la radio où on ne parle que du Tour de France et où les commentateurs sont en train de commenter toutes les montées faites par les coureurs cyclistes. Et Saskia va acheter à boire pour une bière en plus, super. Vraiment, c'est une autre époque. Ouais. Pour Rex, et elle part. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle ne revient pas. Et c'est là que le film commence vraiment, j'ai envie de vous le dire. Oui. Parce que Rex donc ne retrouve plus Saskia. Et ça va être tout l'enjeu du film, retrouver cette femme qu'il a donc abandonnée une première fois et il refuse d'abandonner une seconde fois. Et il essaye absolument, il devient fou en fait de douleur et il veut la retrouver. Là où le film est incroyable, c'est que nous, la disparition de Saskia, on va la vivre, je trouve, de façon quand même très sensible. Enfin, on s'attache hyper bien à ce personnage qui est joué par, j'ai pas dit les noms des dames, des acteurs, on dit. C'est Johanna Terstege, je crois. Bon, Terstege, je suis désolée. Et Rex, il est Pardon. joué par Jean Berwetz. Voilà. Et il y a un troisième personnage, qui est un personnage central, qui lui est joué par Bernard-Pierre Donadieu, incroyable acteur que je ne connaissais pas et qui est absolument fantastique. Lui, il joue donc le troisième personnage de ce film. En fait, c'est l'homme qui a enlevé Saskia. Voilà, je spoil, mais je spoile pas parce Oui, que on le sait. c'est dit dans la bande-annonce. Je suis un sociopathe, voilà. Et je n'ai jamais trompé ma femme. C'est ça. Et lui, son personnage, c'est le personnage d'une sorte de notable, un peu de province, vraiment Monsieur Tout-le-Monde, qui est prof de physique au lycée du coin et qui décide, je ne sais pas pourquoi, et on ne saura jamais pourquoi, de se mettre en tête qu'il va enlever une femme. Voilà. Et donc, on va le suivre pendant toute la deuxième partie du film dans ses expérimentations sur WikiHow, enlever une femme. Voilà. Et là où c'est quand même Étape numéro 1. Et on se rend compte que c'est pas si compliqué. En Pom, fait. pom, pom, pom. C'est pas compliqué. En même temps, lui, il fait ses expérimentations sur lui-même. Oui. Il y a une utilisation de sa propre famille où il demande à chacun, Ah oui, en c'est gros, de horrible, crier. Et au fur et à mesure qu'on comprend pourquoi est-ce qu'il leur demande de crier, c'est en fait pour savoir si
C'est vraiment savoir si on va pouvoir entendre des cris ou pas. Et en fait, au fur et à mesure de l'intrigue, le film est pas très long. Ça commence, au départ, on commence avec un petit sourire et je trouve qu'au bout, on est quand même très angoissé. Quoi. Ouais. Il y a vraiment un truc qui s'installe du mal et de la banalité du mal quoi, dans la vie quotidienne et de cet homme qui ne nous donnera jamais accès aux raisons. Ouais. Non pas qu'il y ait des raisons pour enlever des femmes, mais je veux dire, là, c'est vraiment pas justifié du tout. Il essaye de justifier ça comme une expérience, en fait. Oui, tout à fait. Il y a un début d'explication sur le fait de sauter dans le vide. Oui, mais c'est un vraiment exercice mental. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Un prof de physique. Et en fait, les deux personnages, donc celui de Rex et celui de. Alors, je suis désolée, j'arrive pas à dire Saskia. Non, qui est joué par Bernard Pierre Donadieu. Ah oui, c'est Le Morne. Le Morne, c'est ça. Monsieur Le Morne. Raymond. Ouais. Raymond et Rex vont se retrouver à un moment donné. Et en fait, c'est très intéressant. C'est comme si on avait une espèce de folie qui était partagée en deux. À la fois la folie, je veux dire, presque violente de l'abandon et de la peine qui est jouée par le personnage de Rex, incarné par ce personnage. Et Raymond, c'est la folie meurtrière, mais clinique. Je veux dire... très très froide, très mathématique, très méthodique. Et c'est très intéressant, je trouve, de voir ces deux personnages cohabiter avec vraiment une performance d'acteur absolument folle. Voilà, c'est un film que j'ai personnellement adoré. Ouais. Qu'en avez-vous pensé ? Ouais, moi je me lance. Moi j'ai beaucoup aimé aussi. Comme tu disais, j'ai regardé d'abord le remake de 93 parce que je me suis trompée. Voilà, qui est beaucoup moins bien, avec un happy end. Mais ça c'est. Les fou, Américains. Ouais. Ça casse. C'est du niveau de The Descent 2. Voilà. Mais c'est moi bien c'est moins bien que The Descent 2. Moi, c'est un film qui m'a mise très, très, très mal à l'aise parce que j'ai eu l'impression d'être comme Rex. En fait, on veut savoir à tout prix ce qui s'est passé. Et puis en fait, on a un peu... Comment dire moi, je pense qu'il y a un peu une curiosité morbide à vouloir justement je pense en tant que spectateur, on espère découvrir qu'il s'est passé quelque chose d'atroce, qu'il est arrivé quelque chose d'atroce à Saskia. Et puis, et en fait, on tient le film. Enfin, moi, j'ai vraiment tenu le film comme ça en me disant, il faut que je sache, je sache vraiment. Et puis en fait, on nous enferme littéralement dans une boîte. Et donc moi, j'ai été ça m'a mise en colère vraiment ce film. J'étais très frustrée et je trouvais que il représentait, j'ai eu l'impression de passer vraiment par toutes les étapes du deuil. T'es d'abord sidéré par ce qui vient de se passer, la femme disparaît, ensuite t'as le déni, ensuite moi j'étais en colère, ensuite t'es triste, et sauf que le film il t'enlève toute possibilité de clôturer ton deuil, de l'accepter, et du coup j'ai trouvé ça tellement méchant. Vraiment, j'étais vraiment colère après ce film. Et mais c'est un film qui est moi j'ai adoré. Enfin vraiment, il est hyper intelligent et hyper bien fait. Mais waouh. Enfin vraiment, vraiment, j'étais pas contente qu'on m'autorise pas à savoir. C'est un film qui est implacable. Genre c'est vraiment une sorte d'objet. Un élément qui peut être intéressant, c'est donc le réalisateur. Il a coécrit le scénario avec Tim Corey, qui est un mec qui a écrit un roman qui s'appelle L'œuf d'or, je crois, en 84. Et donc ils l'ont adapté ensemble. Ok. Tim Corey, ce qui est assez intéressant de savoir, je trouve, c'est que à l'époque, c'est un mec qui fait partie des 10 joueurs d'échecs d'Europe du Nord. Et donc c'est un esprit, tu vois, qui a toujours une espèce de coup d'avance. Et je trouve que ça se ressent dans le film. Voilà, Oui, c'est clinique en fait. Et le découpage du film est vraiment comme ça. Mais tout est décidé aussi par ce personnage du tueur en fait, même sur la prise de contact et l'espoir qu'il lui donne de savoir ce qui est arrivé à Saskia et tout. Et du coup, oui, c'est là aussi où c'est violent, c'est que nous on est complètement dépendants de ça aussi. Et effectivement, avoir fait un remake, avoir changé
cette fin qui est radicale et implacable, comme tu disais, ça n'a plus aucun sens. Ça enlève complètement le propos du film et le côté bien implacable. Ça assouvit vraiment tout le désir du spectateur, quoi. Bah ouais, et en c'est fait, ça. c'est vrai que moi, pour avoir vu les deux, on en ressort moins marqué, finalement. Ça dit moins de choses, en tout cas. Ouais, et puis c'est un film. Alors j'ai un peu regardé. Alors moi je l'avais déjà vu, je m'en rappelais plus. Enfin, je m'en rappelais un peu, mais c'est marrant. J'avais, je pense, évacué la fin de mon esprit. L'homme qui voulait oublier. Il n'y a pas de fin. Et l'homme qui voulait oublier, exactement. Mais non, ce qui est ouf, c'est ce côté clinique de la mise en scène, même du découpage. De l'alternance entre scène du côté de Rex, scène du côté de Raymond, jusqu'à ce que les deux personnages se rejoignent. C'est assez simple, mais en fait, c'est fait de manière intransigeante. Il y a même des trucs qui passeraient pas dans d'autres films. Par exemple, les moments d'introspection de Raymond qui sont des voix off, qui en fait là fonctionnent parce que le film est vraiment d'une netteté et d'une comment dire, il ne fait jamais il ne sort jamais du dispositif qu'il a mis en place dès le début. Jamais. C'est-à-dire que le seul moment finalement qu'échappe un peu au schéma narratif, alors effectivement, le fait que le type soit joueur d'échecs, ça a du sens. C'est le début, quoi. C'est la scène d'amour, d'amour. On en pense ce qu'on veut. Mais la scène où on voit la relation entre les deux amoureux. Voilà, c'est le seul moment où il y a un peu d'air. Et encore, le contexte est hyper anxiogène. Après, c'est peut-être personnel, mais cette aire d'autoroute là, c'est l'angoisse totale. Parce qu'on sait qu'il va arriver quelque chose. Et puis cet abandon préalable. Oui. Moi, je trouve ça hyper intelligent. C'est de dire, en fait, tu vois, condenser l'existence de ces deux personnages en un trajet en voiture de 1/4 d'heure. C'est ça. Et le rêve où elle est toute seule dans son œuf en or, et en fait se retrouver toute seule au milieu d'un tunnel tout noir. Non, c'est vraiment, vraiment très intelligent la construction du film là-dessus. Ouais. C'est léché. Hein, c'est c'est un film qui est, moi je trouve hyper efficace et pour le coup qu'on connaît peu, tu vois, alors qu'il est quand même. Tu dis c'est léché, mais en fait. Pas tant que ça, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est très bien construit. C'est ça, dans la construction. Mais c'est assez méthodique. C'est pas Denis Villeneuve, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Moi, ça m'a pas mal fait penser à Harry, un ami qui vous veut du bien là. Oui, il y a une vibe comme ça. Ouais. Sur même tout le rapport au trajet en voiture. Ça, c'est les Européens weirdos, ça. Je sais pas, un truc. Non, mais même la manipulation de la famille aussi dans Harry, un ami qui me veut du bien. Enfin, c'est assez similaire, je trouve. C'est vrai. Là, il y a la même vibe très inquiétante le quotidien inquiétant, quoi. Une aire d'autoroute qui est terrifiante. Voilà. Non, et puis il y a d'ailleurs une aire d'autoroute aussi dans Harry. La performance des acteurs, donc je m'étouffe, je sais pas ce qui se passe. Pierre tu veux une chips? Pierre Bernard ou Bernard Pierre, je sais plus. Oui, Bernard Pierre Donadieu, c'est Jean-Michel Français. Non, mais c'est un acteur important et en fait là on comprend un peu pourquoi. C'est un type qui est capable d'être presque un peu comique et de temps en temps hyper inquiétant dans une même scène, notamment les scènes où il interagit avec ses filles, où il passe presque pour un papa gâteau, un peu à l'ancienne, quoi, mais presque pour un papa gâteau et pour le pire des psychopathes dans le même instant. Enfin, il a un truc qui est assez hyper incroyable. ambivalent. Et après, moi, je trouve que ces deux personnalités, elles se rejoignent parce qu'il a une figure extrêmement patriarcale dans sa famille, en fait. Et ça fait assez peur. Et tu sais pas si c'est vraiment routinier ou si c'est sa personnalité sociopathe qui ressort ou on sait pas trop à ce moment-là, quoi. Moi, je trouve que sa personnalité sociopathe, c'est justement d'avoir cette espèce de seconde existence dans la maison qu'il a achetée. Où tout le monde pense qu'il a une aventure avec une autre femme tellement il y passe de temps et qu'en fait il arrive à être complètement transparent vis-à-vis de sa famille en disant bah non, en fait c'est juste que j'aime bien la maison, tout le monde le croit. Et c'est là que je trouve que sa personnalité sociopathe est hallucinante, c'est qu'il arrive à être menteur au point de passer pour un type normal vis-à-vis et c'est ça qui est glaçant, vis-à-vis de sa famille, voilà. Et c'est ça qui est tout à fait effrayant. Moi je trouve que le film repose quand même énormément sur les phases, les scènes construites autour de ce personnage en particulier, parce que les scènes où Rex est seul avec sa nouvelle compagne sont un peu plus faibles, et d'ailleurs il a en fait moins de temps d'écran dans la deuxième partie du film que
que Raymond Lemorne. Oui. Donc voilà. Et donc oui, je voulais aussi dire qu'il a une vibe, il est un peu entre Louis de Funès et Benoît Poelvoorde. Voilà. Il ressemble à Benoît Poelvoorde. Ouais, Benoît Poelvoorde, beaucoup. Mais Le c'est Funès, vrai j'ai il qu'il pas est vu. vibe, Benoît Poelvoorde dans C'est arrivé près de chez vous un peu. Enfin, Ouais. il est un peu terrifiant quoi. Mais c'est vrai que sur ce côté un peu comique, t'as raison. Là, tu disais tout à l'heure, et moi j'ai ressenti la même chose, c'est qu'au début, on sourit un peu, on s'amuse de ce côté un peu loufoque. J'ai dit ça, moi. C'est toi qui as oublié. dit C'est ça. moi qui ai dit ça. C'est toi qui Ah. dis ça. Quel- Lola a dit Les femmes sont toutes les mêmes. hein, Lola quoi. a dit MDR, le psychopathe, il est trop marrant. Ah oui, elle a dit ça, ouais, je m'en souviens. elle a dit ça, ouais. Et en fait, il répète ce qu'il va faire, en fait, et il ritualise tout ça, donc il se chronomètre, il fait le tour de sa voiture. Il a même un petit gimmick, il fait pom, pom, pom en marchant autour de sa voiture, et ça prête à sourire, et en fait, assez vite, c'est juste l'angoisse de ne pas savoir, au-delà de la disparition, de ne pas savoir ce qui s'est passé, et le film devient juste hyper oppressant. Ouais. Mais je crois que même à ce moment-là, moi je me suis dit, attends, ça se trouve, je me rappelle mal du film, mais en fait, il est peut-être sympa. Peut-être il a un projet sympa pour Saskia. Non, c'est très très pervers, effectivement, comme écriture, je trouve. Ouais. C'est méchant, Ouais. pas gentil. Ah Pas oui. gentil, le Ouais, film. mais on a envie de savoir, quoi. Ouais. Donc c'est dans le thème. Oui, c'est ça. Euh, Mais on sait pas. Attends, dans la série Film méchant, celui de Oui, Léo, il est- voilà, c'est ce que j'allais Ouais, dire. ouais. J'avais pas la même transition. J'allais dire, celui qui est pas gentil, Ah bah non. c'est Léo. C'est Léo qui va nous parler de son film après la petite musique. Et Léo, quel est ce film ? Eh bien, ce film, c'est The Chaser. 저 샤워 좀 할게요. 그래요? 저기요. 다시 한번 묻자. 줄여서 안 줄였어? 죄송합니다. 우리 엄마 어딨어요? 미안하니까. 무슨 일 있죠? 9이나 되는 사람은 집에다 묻었을 리는 없잖아. 아, 이거 9 아닌데. 어? 12인데. 내려가. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Que Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. s'est-il dit pendant cet extrait, Léo? Je sais que tu parles couramment coréen. En fait, j'ai pas envie de spoiler le film. Ouais. Donc je préfère que les gens découvrent de même ce qui s'est dit quoi dans cet Ouais. extrait. Quand ils regarderont le film en VF, Qui est sur des petits points de suspension. Tout à fait. pour les. Voilà. Hein. Attendez, alors je prends mes feuilles. Ah oui, là, parce que là, Bernard Pivot. Moi, je suis en roleplay détective. Là, Ouais, j'ai des donc petites pour vous feuilles dire, imprimées Léo a un monocle et des feuilles. et un petit sur lesquelles il y a cigare. écrit. Voilà quoi. Moi, je tousse à cause de son cigare depuis tout à l'heure. Oui, c'est pour ça, oui, d'ailleurs. Tu pourrais, Ça sent la vanille. The Chaser, Alors. 2008. Donc The Chaser, c'est le premier long métrage de Na Hong-jin et on en a déjà parlé pour son superbe et hypnotisant The Strangers. C'est pas The Murderer le premier ? Attends, j'ai un. Non, c'est son premier Ah, ok. The Chaser. Ok. Lola nous avait aussi parlé Incroyable. de The Medium, une coproduction entre la Thaïlande et la Corée du Sud, dont Na Hong-jin est scénariste et producteur. Je ne savais pas, j'ai Non, découvert mais ça. moi, je l'aime trop. Moi non plus, je sais pas. Mais si, on Mais l'avait si, dit. on l'a dit. Bah, moi, J'avais j'ai oublié depuis, voilà, Pareil. comme toi. Ouais, bah, voilà. C'est bien, ça fait des resets comme ça. J'ose même pas imaginer le code de la route, Léo. La semaine Arrête, prochaine, ce sera oublié. Arrête. À brûler les feux rouges. Ça me stresse. The Chaser, c'est un polar, un film noir qui est né à la suite d'une conversation entre deux mecs bourrés. Et c'est pas une blague. Un soir, Na Hong-jin se met Corée. visiblement une sacrée cuite avec un de ses potes qui est flic. Ah bah c'est rassurant. J'y vais dans 2 mois et demi. Et cette histoire, c'est lui qui la raconte sur la genèse du film. Hein. Donc, voilà. Et en tout cas, son ami flic lui raconte une affaire sordide d'un tueur en série arrêté par un simple citoyen après une débâcle policière et médiatique hors norme. Na Hong en est déjà à sa 4e pinte et cette histoire le met profondément en colère. Déjà contre l'institution policière et surtout en colère pour les proches des victimes laissés seuls et sans réponse.
Que faire quand la loi et la justice échouent? Que faire quand le contrat et la confiance avec le reste de la société est brisé? Voilà les questions qu'on se pose en rentrant d'un bar ivre à 4h du mat. Et voilà comment on commence à écrire le scénario de The Chaser, que je vais maintenant vous résumer. En tout cas, moi, c'est pas les questions que je me pose en Oui, c'est rentrant ce que dans le livre j'allais à dire, 4h parce du mat. qu'on était comme ça avant hier soir. Est-ce que j'ai un reste de pâtes? Et du gruyère. Eh ben, écoutez, est-ce que vous faites des chefs-d'œuvre comme ça? Non. Voilà, Alors, voilà. Ouais, C'est peut-être ça. Oui, c'est ça le problème. Oui, c'est pour ça. On ne boit pas la même bière après. Oui. Non, mais ils mettent du soju dedans. Ouais, c'était pire oui, amélioré à je pense. mon avis. Hein. Ouais, C'est- à mon avis, ouais. En tout cas, The Chaser, petit résumé, même si en fait cette histoire de faits divers résume assez bien le film, qui est inspiré de cette histoire-là. Donc c'est l'histoire de Jung-ho, un ancien flic, plus particulièrement un ancien enquêteur, qui après avoir démissionné, monte une petite PME, ma foi, tout à fait honnête, et devient proxénète. Mais son business tourne mal. Jung-ho, raclure comme l'appellent les filles, s'est endetté et il est surtout confronté à un problème. Plusieurs de ses filles ont mystérieusement disparu dans le quartier de Mangwon. Jung-ho pense que ses filles ont été capturées pour être revendues, mais la réalité est bien pire. Elles sont les victimes d'un tueur en série qui s'attaque aux prostituées et aux voisins un peu trop curieux. Accompagné de son fidèle associé, j'ai nommé Tête de l'Art, Jung-ho décide alors d'être... Il est trop bien, lui. Ah oui, il est très très bien. Jung-ho décide alors d'être le Ah oui, patron Meathead. de l'année et d'envoyer une de ses filles, Mi-jin, au client qu'il soupçonne être derrière les disparitions. C'est un move, ma foi, Oui, très, voilà, c'est discutable très éthique. Ouais. comme stratégie. Mi-jin, malade, n'a pas d'autre choix que d'accepter ce boulot et quitte au milieu de la nuit sa petite fille, Eunji. Le plan de Jung-ho est parfait, à part ça. Mi-jin lui enverra l'adresse du client depuis la salle de bain et lui, en parallèle, contactera ses anciens collègues flics qui continuent de lui rendre de petits services, comme quoi entre flics et malfrats, il n'y a qu'un pas. Mais l'aide On va faire policière... attaquer par alliance, c'est sûr. Bon, mais l'aide policière n'arrivera jamais. La faute à un scandale impliquant le maire de Séoul et un dangereux lanceur de caca. Jung-ho se rend donc... Oui, j'ai pas compris cette histoire. Ah, il a dit Bah, caca, si, ouais. ça m'a Ah, fait si, rire. c'est tout. Hein. Ah, c'est très très bien. C'est marrant. Ouais, si, ouais. Jung-ho se rend donc lui-même sur place. N'ayant plus de nouvelles de Mi-jin, il retrouve sa voiture, mais elle reste injoignable, prise au piège dans la maison du tueur. Et je vais m'arrêter là pour pas gâcher les nombreuses surprises du film, qui incluent des quiproquos, des courses-poursuites, des flics débiles, des jets de stylo, des jets de pots de fleurs, des jets de chaises pliantes, des jets de marteau, des jets de caca, mais ça on l'a déjà dit. Ouais. Bref, Tu tout peux le un tas redire, j'aime bien. les jets de caca, oui. De retournements de situation incroyables. C'est vrai que Jung-ho, il est assez colérique. Ouais. Ah bah. Oui, il jette beaucoup de trucs, Ouais, il c'est ça. claque aussi. Et c'est ça que j'aime bien, Oui, moi, ça, c'est vraiment très bien. avec les héros virils coréens, c'est qu'ils n'ont pas la même, méta que Alors, les héros virils américains. Non, Ils Ouais, mettent bah, pas des non. gros coups de poing, ils Non, mettent non. des claques, Des petites et je claques. trouve ça trop bien. Ou des gros coups de pied, ils Ouais. se battent la gueule, genre, ou un Et coup de chaise aussi, il y a beaucoup ah, ça. le coup de chaise, il est. Ouais. Beaucoup ça. Mm. Et c'est un peu ça, The Chaser, pas que les jets de trucs, hein. Non, non. Et c'est un ascenseur émotionnel permanent. On est angoissé, on est révolté, on rit, on pleure, bref, on passe par tout un panel d'émotions. Ce qui est très fort, c'est le sans faute du ton du film qui arrive parfois à mêler au même moment du comique assez absurde avec un thriller oppressant. Et c'est un film qui est pas tendre du tout avec ses personnages. Genre vraiment pas du tout, qui sont globalement tous des gros nuls. Mais c'est aussi un film qui arrive à créer une relation empathique avec le personnage principal, pas le tueur. Oui. En s'appuyant justement sur ses imperfections et ses défauts. C'est un film qui parle de morale, mais en s'affranchissant d'un discours moralisateur trop fort. Et en fait, tous ces contrastes, on peut aussi les retrouver dans des choix visuels ou narratifs. On alterne, par exemple, de façon assez drastique entre une nuit pluvieuse et froide et une journée moite avec un soleil de plomb. Et voilà, comme c'est la 3e fois que je le vois, et c'est la 3e fois que je prends une claque, parce que tout est vraiment réussi, en fait. Ouais. Les gimmicks, les running gags, tout marche impeccablement bien. Et voilà, je crois que vous avez beaucoup aimé aussi. De toute façon, c'était pas la Ouais. première fois que vous le voyez, Camille. Je crois que c'est la 10e fois. Non C'est Ouais, que tu non, disais. peut-être un peu moins, tu vois. Je pense 7 ou 8 fois, je pense. Ça fait presque une journée entière à regarder The Chaser en boucle. Bah, ce qui expliquerait mon état psychique. Mais non, c'est un film, je trouve,
déjà dans le genre thriller, pour moi c'est un des plus grands films. Tu restes assis et collé à ta chaise vraiment non-stop. Il dure 2 heures à peu près le film, et c'est vraiment 2 heures qui... Enfin, je sais pas, moi, quand je sors du film, à chaque fois, je me sens mal. Vraiment, il y a peu de films qui arrivent à me mettre comme ça. Je vous le conseille. Évidemment, il faut le voir. Mais il faut le voir potentiellement si vous avez pas trop mal. Parce que il est vraiment très, très dur. Je pense que dans les films dont on a parlé jusqu'à présent, en général, dans le podcast, je veux dire, qui mettent en scène de la violence et une enquête, quoi. Enfin, un personnage de serial killer, je pense que c'est un des pires émotionnellement. Parce qu'en fait, là où c'est très fort, c'est que à la 30e minute, on a la rencontre entre notre héros, donc qui est déjà un mec pas ok, parce que Mac, qui est très problématique, quoi. Et s'il est patron de PME, comme tu dis. Déjà, donc le héros et l'antagoniste, c'est-à-dire que le tueur, on va le rencontrer très très vite dans le film. Et donc, je vous ai dit qu'il durait 2 heures, donc pendant 1h30, on a rencontré ce type. À 40 minutes, j'ai noté, il fait ses aveux. Donc, il n'y a même pas la question de... pardon, excusez-moi. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui ? Là, c'est vraiment pas la question. La question, c'est juste qu'on n'arrivera jamais... Enfin, on n'arrive pas à arrêter cette folie, quoi. Enfin, cette violence. Parce que la violence dans la société coréenne, comme énormément de films sud-coréens, elle se niche partout. Elle se niche dans les rapports entre les personnages. Au début, c'est rigolo de les entendre se hurler dessus et tout, mais en vrai, c'est genre c'est fatigant, permanent, quoi. Enfin, c'est émotionnellement assez rude. Dans les rapports entre les hommes et les femmes, enfin, les prostituées, elles se prennent des beignes dans tous les sens. Faut tenir, quoi, le choc. D'un point de vue politique, ça va pas non plus. Parce que justement, ce jet de caca, en fait, c'est ce qui justifie, parce qu'il y a presque une unité de temps dans le film. Ça se passe la nuit à Séoul et tout. Et en fait, toute la presse et la police est surtout bloquée par cette visite d'un marché aux poissons du maire. Et pendant ce temps-là, en fait, les prostituées sont tuées, quoi. Et nous, on le sait. Et pourtant, elles vont pas être aidées parce qu'elles peuvent pas... Toute la société a les yeux rivés. Enfin, le projecteur est sur ce jet de caca sur le visage et ça, c'est une critique évidemment de la société sud-coréenne, de l'image, de la corruption en plus qu'il y a. Et ce qui est mis en parallèle, ce que je trouve aussi hyper intelligent, c'est que sur le film d'avant, on a un tueur méticuleux, extrêmement réfléchi, intelligent. Là, c'est absolument pas le cas. En fait, ce qui permet au tueur de s'en sortir dans ce film, c'est la stupidité et le manque de volonté des autres personnages. Oui, et la société et le droit, parce qu'il y a un truc de justice, évidemment. Enfin, il est libéré à un moment parce qu'il se fait arrêter. Exactement. Il est libéré parce que... Mais même lui est très stupide. Mais les autres, là, si tu veux, ils ont cramé tout. Lui, c'est vraiment le mal, mais Emmaël, dans ce que ça a vraiment de pire. Enfin, de toute façon, le personnage, il est... c'est presque la caricature, tu vois, si tu devais dessiner un serial killer, genre c'est lui que tu mets, quoi. Parce qu'il pète les plombs très vite, enfin il dit tout, dans sa tête ça va vraiment pas fort, je pense. Et en fait, le problème c'est que lui, sa folie, et sa violence, elle inonde tout. Parce qu'en face, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, il n'y a que des laissés-passer, en fait. Quoi. Enfin, et ça, c'est... Et en plus, il y a la culpabilité du personnage principal qui a quand même envoyé, effectivement, cette fille dans les griffes du tueur. C'est... Moi, j'ai le sentiment d'un immense gâchis. Pas du film, hein, mais vraiment humain. Genre... J'arrive pas à avoir le second degré d'affection. Il est symbolisé par la petite fille pendant le film. Ouais, il est vraiment personnifié par le personnage de la petite fille de Min-jin. Qui est peut-être le truc le moins réussi du film. L'arc narratif autour de la gamine, et notamment le fait qu'à un moment donné, le film doit s'en débarrasser pour continuer à faire progresser l'intrigue, et il s'en débarrasse d'une manière un peu... Après, qui est un peu, je trouve, un peu forcé, et un peu, qui n'est pas hyper justifié dans l'intrigue, mais après, voilà. Après, je sais pas, moi je trouve que c'est quand même assez réussi à partir du moment... Enfin, en fait, moi, ces scènes-là, elles me font chialer, mais genre, littéralement, du coup, je considère que le film, il arrive quand même... Ce que je veux dire, c'est pas tellement... C'est le fait qu'elle sorte de la voiture et que, tu vois, elle soit retrouvée... Je vais pas spoiler toute l'histoire, mais ce moment-là particulier du film, c'est bon, allez, c'est bon, quoi. Elle doit être à l'hôpital parce que...
continuer à faire progresser l'intrigue, il faut que ce personnage disparaisse momentanément. Mais c'est le plan final après. Mais voilà, mais c'est aussi le plan final et c'est aussi tout ça. Mais c'est le seul peut-être point faible du film qui est inattaquable et qui est, tu disais Camille, moi je trouve un des plus grands polars du 21e siècle. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... voilà, c'est au-dessus de beaucoup de trucs. Les gens ramènent beaucoup Memories of Murder, qui est incroyable, qui est incroyable, mais et on entend moins souvent parler de The Chaser, mais qui est pour moi, je sais pas, qui est parce qu'il est vraiment beaucoup plus dur. Moi, je pense que The Chaser, qui est plus dur et qui a eu cette unité de lieu et de temps qu'en font peut-être moins une épopée que Memories of Murder, pour comparer les deux, parce que les deux films n'ont rien à voir. Si ce n'est qu'ils mettent en scène la violence et la corruption de la police, quoi. Et non, et c'est relativement inattaquable d'un point de vue de la structure. Enfin, je vois pas ce qui peut pêcher. Et là où moi je serais un peu plus nuancé sur le caractère difficile à regarder du film. Moi, il est extrêmement difficile. Il y a des scènes qui sont très graphiques, mais c'est un peu un spoil, mais il y a un vrai payoff. Enfin, il y a vraiment, à l'inverse du film dont on a parlé juste avant, qui est un film qui te scie les jambes, celui-ci, il y a un payoff, il y a un... Ah oui, mais moi je trouve pas que ça soit libérateur. Bah, moi non plus. C'est ça le problème. C'est dans la mise en scène, ça l'est, quoi. Mais après, oui. Mais je trouve pas du tout. Moi, je trouve que, en fait, le truc, c'est que pour moi, il se rapproche très fort de I Met the Devil, qui est aussi horrible, mais qui est un peu plus con, mais qui est... Oui, mais qui pour le coup assume vraiment ce qui est génial en fait dans ce film, c'est que la moralité, elle explose très rapidement. Enfin, en fait, nous, en tant que spectateurs, on veut de toute façon que ce tueur il paye, parce que nous, on sait ce qu'il a fait, que manifestement personne ne peut l'arrêter, à part un truc violent, quoi. Donc on rentre dans cet engrenage-là, mais moi je trouve en permanence qu'il nous rappelle à quel point c'est... Enfin, je sais pas, c'est dur, quoi. Enfin, moi quand je vois ça, je prends pas de plaisir. Enfin, c'est pas une scène de bagarre. C'est futile en plus. Oui. Oui, parce que les flics arrivent littéralement 5 secondes après lui. Mais cela dit... Oui, puis même la bataille, elle est pénible à la fin aussi. Ouais, mais oui, mais il y a quand même une volonté... Bon, après c'est peut-être moi qui a un esprit malade, mais il y a quand même une volonté d'amener le spectateur. C'est quand même une scène de bagarre qui dure longtemps, où ils se font mal, où il y a du sang, il y a machin. Il y a quand même une volonté d'apporter une forme de vengeance. Et qu'intervient. D'ailleurs, le serial killer se fait latter la gueule littéralement pendant la moitié du film. Enfin, il y a quand même une volonté de le punir physiquement. Bah oui, et puis ce principe de vengeance et de qui a le droit de se venger, ou en tout cas de faire justice, c'est un des propos principaux du film aussi, donc évidemment qu'il y a un payoff quand même digne de ce nom à la fin, quoi. C'est pas l'homme qui voulait savoir, quoi. Mais mais c'est un tout autre style de thriller. Mais d'un point de vue de l'enquête policière, d'un point de vue de la progression, il y a quand même cette prouesse effectivement de dire qui est le tueur, de le faire arrêter, de le faire avouer au bout d'une demi-heure de film, et tout le film reste après, quoi. Et c'est quand même ça qui est dingue. Il n'y a pas d'autres films que je connaisse qui le font comme ça. Donc voilà. Bah, tu vois, moi je l'avais jamais vu et. C'est quoi ? Mais si on l'a vu chez les parents. Non. Bah je l'ai vu. Ouais, ok. Bon. Non. Ou alors j'ai une très mauvaise mémoire. Mais... À Noël, tu te souviens pas du dîner de famille? Super, le dîner de famille. Ouais. Non, je l'ai vu hier. Ok. Et en fait, là, je me rends compte que tu es en train de rappeler la fin et tout, mais je me rends compte que j'avais oublié la fin, alors que je l'ai vu hier. Ah bah, ok. Donc, non, je pense qu'il y a vraiment un truc, justement, mais comme dans le film d'avant, où je suis pas contente parce qu'il n'y a pas de conclusion. Donc, j'ai viré ça de mon esprit. Oui, mais en vrai, oui. Et mais j'ai trouvé ça très, très bien, mais en général, le thriller coréen, c'est un style, moi j'aime beaucoup, mais là c'est hyper violent, hyper j'allais dire hyper beau juste après hyper violent, mais c'est vrai que les deux fonctionnent, mais non, c'est rigolo parce que en fait j'ai oublié plein de scènes là, comme pendant que vous en parlez, je suis en train de me dire putain mais et alors que vraiment j'étais concentrée, mais je pense que j'étais vraiment obsédée aussi par ce truc de putain, mais elle est où cette maison où Mi-jin est en train de mourir dedans ?
qu'est-ce qu'elles ouvrent ces clés. Pourtant voilà, j'étais quand même très prise par l'histoire. Mais en fait, je pense que j'ai supprimé. Mais la fin de tout façon, ce qui. Pour toi, c'était un épisode de Fort Boyard, quoi. Ouais, Ok. Ouais. voilà, j'étais. C'est super, avec Passepartout. elle est pas sortie à temps. Ouais. Oh, la clé de cidre. L'escape ouais. game tourne mal. Mais en tout c'est cas. la pire salle de bain du cinéma, moi. Je Ah ouais, pense. ouais. Oui, c'est c'est très haut dans Et pourtant, on la la salle de voit bain pas de tant N. que ça, tu vois. Ah ouais, mais moi, je sais et- pas, elle me fout le frisson à chaque fois que je la vois, ça me Oui, dégoûte. c'est vrai cette salle de bain est horrible. Et Camille, tu disais que pour toi, c'était un des pires clichés du serial killer. Mais par contre, moi, là-dessus, je trouve vraiment que ce serial killer est nul. Enfin, moi, il me fait pas peur du tout, ce personnage. Ah bah putain. Genre, Ok. mais Mais toi, Lola, t'es. mais parce que en fait, mais moi, je le trouve vraiment Toi, on sait tous très que t'es bête. plus serial Il est killer que extrêmement les autres, que les bête. serial Et- killers. C'est vraiment la définition du terme en bête et plus, méchant. il a une tête assez. Il est un peu mignon, tu vois. Enfin, genre, il a même pas un. Et je trouve que même dans son regard, dans son voilà, je trouve que juste il a l'air stupide. Tu vois, enfin, quand même quand il avoue ses crimes au bout de, tu disais, 30-40 minutes de film, on dirait vraiment un bêta, mais. Moi, je trouve qu'il a l'air malade, mais c'est juste Bah, une moi, figure, moi, une c'est- figure terrible parce qu'il est d'une violence. Enfin, il y a quand même des scènes de graphiques, quoi. En plus, au ralenti sur une musique, Ouais. une musique classique, sinon c'est pas drôle. C'est vraiment des sadiques, je te jure, il y a un truc vraiment vénère. Ouais, c'est C'est- vraiment genre in your face. Quoi. Ah ouais, vraiment. Et Marteau, en fait, c'est juste que quand je dis caricature, c'est juste que pour moi, c'est vraiment le type de personnage qui Brice apparaît. Oui, Brice Pardon. apparaît Ouais, il est avec la revenu. pizza. C'est pour ça que je bug. J'étais en train de voir ta photo de profil Gmail là. T'es T'en terrifiant dessus. souvenir Je savais pas. On avait mis un hôtel, un petit mausolée. Fabrice, Il me nous manquait manque. donc je l'avais sur mon Il a fini ordinateur. par réapparaître. Et Thélier, cet ensemble, vous voyez bien que je crève depuis une demi-heure. Qu'est-ce que je disais? Non, mais enfin, c'est juste que Ouais, ce toi, tu trouves personnage, qu'il il est. est- Enfin, si tu veux, il n'y a pas le doute de est-ce qu'il va faire du mal ou pas. C'est genre, est-ce qu'on va pouvoir le convaincre de ne pas faire du mal? Non, là, il n'y a pas ça. On sait qu'il va faire du mal. Enfin, Mais moi, c'est que je me demande comment il a réussi à faire du mal parce que vraiment, je me parce que dis t'as vu comment. en face. T'as vu en face. Il y a rien, il y a ils sont aucune réponse, complètement en à fait. côté de la plaque. C'est ça, mais du coup, je trouve que il a. Effectivement, il y a toutes les forces de l'ordre sud-coréennes et tout qui sont critiquées, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est vraiment un mauvais serial killer. Enfin, après, je vous ferai une liste des bons. Bah, Ouais. c'est une psychose, on Ouais, sait donc qu'il pas- est là. je vois pas ta Elle va tier encore list des serial killers. Comment parce être que- un bon serial killer avec Après, quelques. Non, mais je oui. trouve qu'il y a un autre truc, bon, peut-être un dernier petit truc, après on va peut-être enchaîner, mais c'est sur la place de la ville aussi, qui est bien hyper sûr, importante dans bien le sûr. film. Franchement, Moi qui me fait plus peur que le ouais. serial killer. Bah, d'ailleurs, en fait, on finit sur une note, ça m'arrache un peu de dire ça, mais d'espoir à l'hôpital avec la petite fille. Mais Pas. bah oui, non, Moi non mais plus, pas du enfin, tout, je suis hein. d'accord. Et en fait, après, on revient par la fenêtre directement sur la ville de nuit Oui. avec du brouillard, des néons, et on sait que, enfin, en fait, c'est un cycle qui va se répéter encore et encore, quoi. Enfin, Ouais. Ouais. Et vraiment, enfin, il faut voir ce film, ne serait-ce que pour les scènes de course-poursuite. de bagarre. Oui. Moi, Ah je ouais, il y a trouve la que bagarre. ça, c'est vraiment un motif, la course-poursuite dans les rues de Séoul, Ouais. dans ces petits dédales et tout ça, qu'on retrouve dans tous les films coréens derrière. Il y a ça notamment dans Decision to Live, là, le Oui, dernier par oui, Chan-wook. oui. Et en fait, moi, ce que j'adore, c'est que contrairement aux Américains, là, les personnages, ils sont essoufflés. Et quand ils se chopent et qu'ils se tapent, ils sont trop à faibles bout ouais, de ouais, ouais. se souffle. taper. Et en même temps, ça n'empêche pas la douleur quand ils se donnent des coups, mais c'est des coups qui sont bloqués par Ouais. ces souffles, enfin ces essoufflements. Je trouve ça génial. Ouais, c'est très bien. Et Ouais, je c'est me vraiment disais très que en le regardant, en 1,5, mais parce que j'ai vu 200 fois. Voilà, respecter Mais- le cinéma. Et en doublé. VF. Ouais. Oui, bah oui, parce que moi je regarde les films en VF, sinon je comprends pas, ça m'énerve. VO, c'est vraiment pour les intellos, quoi. Ah, Et, parisien. Et non, mais du coup, je me disais, le cinéma coréen ne serait probablement pas le même. En tout cas, le polar coréen ne serait probablement pas le même si les flics coréens avaient le droit de porter une arme. Ce qui est génial, c'est qu'ils se mettent sur la gueule à ouais. coups de chaises en permanence, tout parce qu'ils n'ont pas d'armes. C'est génial, C'est vrai. c'est génial. Donc tout se fait, à il y a la des force bagarres de... de flics dans le film, À la mano. à coups de calepin, de trombone. Ils se Ouais, jettent c'est trop tout dans bien, la de gueule. bouteilles d'eau. Mais à un Ouais. moment donné, il le tape avec une bouteille C'est d'eau. vrai. J'étais là, frère. En plastique. hein. S'il te plaît. non, mais tous les prétextes sont bons pour se taper dessus. Ouais. C'est- Voilà. Ça Bah donne oui. envie. C'est- C'est très très bien. Vraiment. Non, mais voilà, top. Ouais, allez. Même si par rapport à Norman Bates, Oh, On recommence. top 5 des top 5 des polars quand même, au moins.
franchement. Ouais, je pense. Voilà. Fort. Ouais. Top 1 des polars, c'est le film d'après. Ah non, pas du tout. Musique. Et Thomas, quel est ce film ? Eh ben, merci de me demander. C'est The Empty Man. Repetition robs us of comprehension. You know the child's game. If you say your name enough times, it becomes gibberish. That holds true for whole concepts, even entire bodies of thought. For example, take Nietzsche's old line. If you stare into an abyss, it also stares into you. Right? Well, that has been rendered meaningless through repetition. It's a refrigerator magnet. It's a cliche. It's harmless. But when was the last time you really thought about that? What is an abyss? And if you stare into it, why? What about it calls to you? And if it stares into you, it stands to reason something in you must also be calling to it. And that, my friend, is anything but harmless, if you really reflect on it. So the question becomes, if profound meaning can be robbed of something by so simple a task as repetition, which is more fundamental, which is more true? Your name or the gibberish? That is the empty man. Voilà. Ouais. Bon, et plus je regarde cette scène, et plus C'est vrai que j'ai vachement mieux compris. Hein. Plus je regarde cette scène, et plus je me dis, oh là là. Les cours de philo, ils ont Qu'est-ce que c'est intelligent ce film à la con. Tu veux dire le moment où il parle du magnet à le foutre sur le frigo? C'est vrai que c'est beau. Ah là là, bah oui. Bah écoutez, je vais vous parler de The Empty Man, de David Prior, sorti en 2020. Donc c'est avec, je les nomme quand même, James Badge-Dale qui joue le détective James Lasombra. Bon, qui est un type no-bot, quoi, héros américain, voilà. Marina Ireland, comme le pays, qui joue Nora, et Stephen Root, que vous venez d'entendre, qui joue le gourou Arthur Parson, et qui lui est un super acteur, qu'on voit absolument à chaque décennie, il a les meilleurs rôles de second rôle, et il est dans la série Barry, que j'aime beaucoup. Donc David Prior, c'est un réalisateur états-unien, dont la carrière en tant que cinéaste se résume à un court-métrage en 2008 et à un épisode de la série de l'anthologie Le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro, l'épisode The Autopsy. C'est également le réalisateur de Making of pour les films de David Fincher ou encore de l'immense, de l'inénarrable Michael Bay. C'est donc lui qui nous révèle les secrets des vrais artistes. Sur son IMDb, il est aussi crédité à la réalisation de Fear of the Flesh, le making-of de La Mouche de Cronenberg. Voilà. Donc une carrière dans l'ombre jusqu'au développement de son ambitieux premier long-métrage adapté du comic book du même nom, publié en 2014 chez Boom Studio, The Empty Man, et dont les critiques du comic book avaient révélé à l'époque, avaient mis en évidence à l'époque, avaient reproché au bouquin l'invraisemblance de son récit. Vous ne serez donc pas surpris si je vous résume mon avis en quelques mots à propos du film de Prior, de son adaptation très libre du comic book. J'aime bien, mais j'ai pas compris. Alors, en petit disclaimer quand même, avant d'expliquer l'histoire du film et tout, je déteste faire ça. J'aime pas les films trop compliqués où on comprend rien. Ça me saoule, mais là je vais quand même le faire parce que c'est une des principales reproches qui est adressée au film, et en particulier qui est adressée à la fin, qui a déçu beaucoup de gens. Alors le film a quand même un petit culte et une petite aura culte parce que c'est un objet particulier, c'est un objet bizarre et qui s'est extirpé d'un processus de création qui a été très difficile. Donc voilà, le film a quand même un certain nombre de qualités. Donc je disais, c'est un film qui a été lâché sur nos écrans en VOD en pleine pandémie de SARS-CoV-2.
et sans l'ombre d'une note de communication. Alors, le peu qu'on en ait vu, en tout cas que moi j'avais vu du film avant qu'il sorte, c'était en fait on nous vendait un film de Boogeyman à la con, à la Jason Blum. Donc The Empty Man a souffert d'une production complexe et d'une distribution encore plus désastreuse. Il a été complètement abandonné par la Fox. Il a pour seul, alors par un processus que je ne saurais pas vous expliquer, mais David Prior a quand même eu le droit d'avoir la Final Cut à peu près sur son projet, parce que les versions des producteurs, c'était une version complètement charclée. Il n'y avait même pas le prologue qui est important dans le film. L'objet est quand même suffisamment bizarre pour qu'il mérite un peu de contextualisation, ainsi qu'un réel discours critique autour, ce qu'il n'a pas eu à l'époque et ce qu'il n'aura pas ce soir, car je suis malheureusement trop bête pour avoir compris quoi que ce soit à la portée philosophique du film. Alors si, il y a peut-être un élément comme ça. La tristesse, c'est ce qui nous fragilise et permet au mal de se répandre. Voilà, bisous les Américains. Ça les obsède, cette thématique. La fragilité, la tristesse, tout ça. Mais voilà. Bon. Le film s'ouvre sur un long prologue qui ressemble au prologue de L'Exorciste de William Friedkin. Un prologue de 22 minutes qui met en scène 4 personnages en randonnée au Bhutan, je ne sais pas comment on dit. Bhoutan. Bhoutan, ouais, voilà. Tout simplement. Au Bhutan. Le butane, c'est un gaz. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le butane méthanol. L'un d'entre eux, Paul, dont un épisode géographie. Oui, la Hollande. Et le butane. Les vieux découvrent le monde. Bon. L'un d'entre eux, Paul, dont le passé trouble en témoignent les cicatrices de scarification sur ses avant-bras, est attiré par un squelette creepy qui semble les lire comme l'hôte de l'Empty Man, de l'homme vide. Et ça, c'est The Descent 3. Voilà, moi, j'étais dedans, c'est le moment The Descent. Paul orchestre par la suite le meurtre de ses 3 potes et c'est fini, on passe à la suite. 25 ans plus tard, dans le Missouri, James Lasombra, un ancien flic devenu détective privé ou vendeur d'alarmes d'intérieur, on ne sait pas trop, enquête sur la mystérieuse disparition d'Amanda, la fille de son ancienne sex-friend. En fait, Amanda aurait disparu après avoir invoqué sur un pont avec sa bande de potes l'Empty Man en soufflant dans des bouteilles vides. Et c'est là que la magie du film opère pour la première fois. Mais les white trash, leur légende urbaine. Souffle dans la bouteille de bière vide sur le pont. Là. Je ne sais pas ce qu'on est en train de me raconter, si c'est vrai ou imaginaire, mais le fait que ça ait lieu sur un pont sous le ciel étoilé, double flèche, j'ai noté horreur cosmique. De fil en aiguille, ou plutôt de Doris en castrat, parce que c'est, figurez-vous, le nom de la figure de style quand on dit 3 petits chats, là. 3 petits chats, chapeau de paille, ça s'appelle Doris Castrat. Wow. Voilà, bon. L'enquête menée par James le mène au Pontifex Institute. Alors, c'est le Pontifex Institute, c'est entre le coworking café et l'incubateur de projet. Ils ont tous des bonnets. Mais moi, j'avais lu Pontiflex au début. Ouais, c'est Pontiflex, je crois. Non, c'est Flex. C'est Flex. Je trouvais ça mieux, Pontiflex. Donc, sauf que là, on incube des projets de secte qui semblent radicaliser les personnes émotionnellement vulnérables en utilisant des buzzwords, du vocabulaire de la secte, et en exposant un système de croyances et des pratiques qui n'ont aucun sens. C'est un peu le moment comédie du film. James assiste ensuite à une longue prêche qui ne veut rien dire, par un gourou qui lui explique en off, et c'est ce que vous venez d'entendre. Il lui explique en off la suite. Que le charabia produit par... Tu perds toi aussi. Non, il lui explique que le charabia produit par la répétition, auquel tu finis par croire, a pour effet, petit 1, de dénuer toute chose de son sens. Petit 2, de produire une réalité basée sur le charabia généré. En résumé, The Empty Man, c'est ce que tu veux voir lorsque tu es suffisamment désespéré pour chercher du sens là où il n'y en a pas. Voilà. Petite pause. Si tu contemples suffisamment l'abysse, elle finira par te contempler aussi. C'est smart, non ? C'est le principe d'un reflet. Mais bon, voilà. qui leur dit parce que... J'irai pas plus loin dans l'explication du film et de son histoire, mais quelques répétitions de motifs plus tard, scène de secte explicite, des ponts, toujours des ponts, et des bruits de bouteilles vides. On apprend que James est finalement le nouvel hôte de cette entité maléfique, The Empty Man,
car il a lui-même été vidé de ses souvenirs. Bon, vous n'avez rien compris, et moi non plus. On n'en retient qu'une chose, peut-être un commentaire sur l'industrie du film, en particulier du film d'horreur, qui impose la répétition des mêmes motifs, à force, finit par vider le cinéma de son sens, peut-être, j'en sais rien. En fait, j'en sais vraiment rien. Mais belle tentative. Ce que je crois que j'apprécie avec le film, c'est qu'en fait, justement, j'ai pas tout compris, mais qu'il y a une atmosphère qui se déploie. D'ailleurs, j'ai jamais demandé à David Lynch de m'expliquer Mulholland Drive. Ah non. Et j'ai pas non plus demandé à Lynch de m'expliquer pourquoi Dale Cooper rêve d'une petite personne qui parle à l'envers. Non, je me suis laissé happer par des motifs, par la noirceur, par l'angoisse liminale du film. Et j'ai même moi-même fini par recevoir le signal, le charabia, émis par The Empty Man. Voilà. Donc, mais je reviens quand même sur parce qu'il y a des trucs quand même. On peut rigoler beaucoup du film. En vrai, il y a des trucs marrants dedans, notamment que on comprend pas bien ce qu'on regarde, mais je suis pas sûr. En tout cas, moi, c'est vraiment pas le discours produit par le film qui m'a intéressé, et c'est plutôt son ambiance, l'atmosphère, les situations, la mise en scène, la lumière qui est très belle. Il y a tout un tas de caractéristiques techniques qui rendent le film très beau et le film a son flot. Et surtout, je trouve que c'est un film qui a souffert d'une réception, en tout cas d'une distribution, où il était vendu comme un truc de boogeyman un peu bête et tout, alors qu'en fait, c'est un film qui est vraiment assez atmosphérique et finalement, au cours duquel la narration est pas vraiment importante. Et je crois pas que le film essaye de produire quelque chose de narrativement impressionnant. Il y a cette fin qui est pas terrible et qui justement pourrait trahir cette ambition, mais les 2 heures de film avant la fin, elles n'essayent pas de nous raconter grand-chose. Et voilà. Donc moi, c'est ça qui me plaît avec le film, que je trouve particulièrement intéressant. Les expansions métaphysiques des gens qui parlent du film sur Internet, que j'ai essayé de vous exposer là, avec le truc, c'est un peu de la branlette en cercle. mais voilà, le film a le mérite d'être hypnotisant. Voilà. C'est vrai. Camille, Lola, tu acquiesces, t'es d'accord, mais... Ouais, non, mais moi j'ai beaucoup aimé le prologue de 22 minutes, tu dis, au Bhutan, du coup. Non, j'ai trouvé ça. Je trouvais que ça commençait vachement bien. Du coup, c'est vrai que ces séquences du début je trouve, sont vraiment chouettes. Après, il n'y avait pas de détective, donc je me suis dit que forcément ça allait pas durer. Mais voilà, ça m'a fait direct. Moi, j'aime bien ces trucs-là, un peu d'entité et tout. Et je trouve que les plans dans la grotte avec ce squelette à 12 000 bras accroupi, là, moi, j'aime bien. Je trouvais ça beau. Et j'ai aussi beaucoup aimé la musique. Vraiment. Enfin, en tout cas, 2 morceaux de. Comment il s'appelle ? Comment ? Lustmore, merci Brice, heureusement qu'il est là, qu'il est revenu. Voilà, toujours là où on ne l'attend pas. Un compositeur qui n'a pas fait tous les morceaux du film, mais voilà, 2-3. Et vraiment, c'est les mieux, avec justement les chants de gorge tibétains et tout. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Et voilà, j'ai mis aussi que j'aimais bien le pyjama culotte longue. Oui, du personnage principal. Oui, c'est pas mal ça. Ouais. Il a un chouette bijou, je me suis dit ça. J'ai trouvé ça assez mignon. Et voilà. Et après, moi, je suis relativement d'accord avec ce que tu as dit. Moi non plus, j'ai pas très bien compris film. Et voilà. Effectivement, il y a un flow. Il y a quelque chose. Mais c'est vrai qu'il a mal été distribué. Moi, je l'ai vu sur Disney+. Donc, voilà. Et en France, il est sorti sur Disney+. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, c'est quand même dur que ce soit là-dessus. On n'a pas eu l'occasion de le voir en salle. Voilà, c'est. Ah oui, surtout qu'il y a des films d'horreur Disney+, vraiment, c'est un peu vénère. Ouais. C'est vénère dans le sens, ça c'est pas très haut niveau, quoi. Normalement, c'est. Non, mais ils l'ont marqué. Je pense que c'est le genre de film qui aurait pu être distribué par A24 ou je sais pas quoi, tu vois. Ils auraient dû changer la fin, quoi. Ouais. Mais après, oui, c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir eu de sortie salle parce que ça repose beaucoup sur de l'ambiance, ce film. Et il y a certaines séquences qui sont très belles ou en tout cas visuellement impactantes. Mais même avec le son, tout le travail du son, il est le vraiment... charabia, le chuchotage, là, il est... Il y a de la SMR. Ouais, moi, ça m'a fait très peur. Oui, moi, c'est pareil, ça me met mal. Mais il y a Pardon, mais je reviens dessus parce que vraiment, il y a ce côté...
un peu trivial de tout ça pour rien nous dire, mais bon, c'est vrai que le film ment pas trop là-dessus. Il s'appelle The Empty Man. Donc bon, c'était annoncé. Voilà. Ouais, mais enfin, moi je trouve que quand même c'est rude. Hein. Enfin, 2h16, Ouais. 2h16, C'est vrai que c'est quand même, c'est trop long, quoi. C'est quand même très long. Ouais, moi, je le trouve T'enlèves la pas trop. moitié. T'enlèves la moitié. Enfin, Eh c'est pas bah, possible eh de bah, faire moi, un film pareil. Moi, je trouve. suis pas d'accord avec ça. Ouais, parce moi, que je pense que si tu retires la moitié du film, il n'a aucun Non intérêt. mais, c'est un film de séquence. Genre, pour Oui. moi, c'est un film qui devrait se découper juste en petits morceaux comme ça. Et c'est tout. En fait, c'est tout ce qu'il sait faire. Genre, c'est vraiment. Parce qu'il y a des belles images, il y a des jolies séquences. Les 22, mais- les 22 minutes du début, ça fait un petit film. Voilà, on comprend rien, Je c'est suis sympa, d'accord mais avec ça pourquoi aussi, pas, ouais. tu vois, je comprends. Enfin, c'est. Moi, je n'ai pas trouvé ça très beau, mais je veux dire, ça fonctionne, c'est efficace, ok. Ensuite, il y a la scène sur le pont, parce que là, on arrive dans un autre truc où c'est genre très teen movie. Enfin, moi, je trouvais ça d'un seul coup très moche, même en termes d'image, je sais pas, d'esthétique et tout. On arrive, tu vois, avec des scènes très connues de l'enquêteur qui attend la fille devant le lycée, elle monte dans sa voiture et puis elle a peur en regardant par la fenêtre. Oui, Moi, mais j'ai ça... vu ces images 600 000 fois et je trouve ça moche. Genre, Oui, mais ça, c'est... Pardon, hein, pour moi, ça appartient à la série, en fait. Enfin, je dirais un peu une série, ce film. On dirait une série. Ouais, alors non. Mais je suis pas d'accord. Mais pour regarder non, pour le coup, non. C'est un vrai film de cinéma. Je trouve pas du tout. Je trouve pas du tout parce que le problème, c'est que ce personnage même principal n'est pas du tout écrit. Genre, il est désincarné. Ouais. Il est complètement désincarné, mais au point où moi, je me suis demandé, genre, mais attends, mais lui, est-ce que c'est le mec des 22 minutes d'avant, genre, que j'ai pas bien compris, enfin, tu vois, tellement, genre, ce personnage, même son visage, il est pas bien filmé. Tu vois, la voisine, c'est quand même un personnage donc féminin, alcoolique, blablabla et tout. Il est pas filmé non plus. Enfin, moi, vraiment, genre, je comprends. Genre, pour moi, l'intérêt du film, c'est ce côté compilation de moments horrifiques où on passe d'une horreur avec une entité au bouton et tout, à d'un seul coup une légende urbaine avec un truc très teen, ensuite avec un truc de secte et tout. Mais moi, je trouve qu'en termes de satisfaction, a vraiment zéro, quoi, genre zéro plaisir. Enfin, ouais. Alors c'est marrant parce que ce que tu reproches au film, c'est ce que moi je reprochais, par exemple, à un film dont on avait parlé dans une des émissions, qui était Comme Trou, qui était qui était pour moi un film qui était un film de séquence, exactement comme tu le décris. Et c'est marrant parce que moi je le trouve pas là-dedans, mais je pense que ça tient au fait que je l'ai revu pour l'émission. Le podcast. Pardon. Moi, je dis l'émission. Hein, je suis désolé. Le butane, la Hollande. Et qu'en fait, j'ai vu une espèce de cohérence dans ce qu'il essayait de faire. Il y a quand même une bascule, parce que tu parles de toutes ces séquences qui sont très urban legend, teen movie, tout ça. En fait, le film laisse complètement cet aspect de sa narration au bout de la première, à la fin de la première partie, pour tomber dans quelque chose de beaucoup plus surréaliste, en fait, où en fait les séquences s'enchaînent sans vraiment transition logique, et où on quitte un peu ces clichés du genre, et où il y a cette espèce de charabia qui remplace tout, et voilà, et c'est là que le film, je trouve son vrai flow. Après, moi, je trouve que c'est un vrai film de cinéma parce que je le trouve quasiment dans la forme qui déploie, et justement, je trouve que les 2h20 ont du sens. Je le trouve quasiment presque expérimental, en fait, dans la manière dont il est construit. Moi, je trouve que c'est... En fait, tu vois, je le rapprocherais, par exemple, du film... comment ça s'appelait, ce truc d'horreur cosmique, avec... c'est le prénom d'une femme. Avec Mandy. Ouais, oui. Tu vois, je rapprocherais un peu de ça. C'est-à-dire que c'est des films... Parce que ça se voit qu'il y a de l'argent. C'est moins osé que Mandy, quand même, je trouve. Oui, c'est moins réussi que Mandy, j'ai trouvé. Mais c'est 15 millions de dollars. Oui, mais tu vois, je trouve que ça se voit qu'il y a quand même... Mais c'est pas beaucoup d'argent. Non, c'est pas beaucoup d'argent, mais quand même. De la Fox, mais oui. Oui, tu vois, moi je trouve que ça se voit qu'il y a des moyens, enfin même en termes d'image, de la qualité, tout ça, d'image, ça se voit qu'il y a un peu de sous. Il y a des effets à la fin qui sont intéressants, genre de. Moi j'ai bien aimé les histoires de vibrations et tout, ça j'aime bien. Mais vraiment en termes de ce que ça, enfin. Je demande pas à ce que ça ait un discours hyper construit et tout, mais je trouve qu'il y a quand même un minimum à faire face à un public, et là pour moi il le fait pas, et surtout à cette fin esthétiquement, genre moi évidemment j'ai pas compris de quoi ça parlait, mais surtout j'ai pas du tout aimé genre le côté musique de chœur
de chorale catho ou j'en sais rien, enfin un peu religieuse, et en même temps séquencée par des scènes de sexe adultère. La qui sont- séquence de fin, oui. qui Oui, sont oui. hyper pour le coup vulgaires, parce que pour moi c'est vraiment une esthétique porn moche, mais genre vraiment Je me cheap, souviens même tu plus vois. de ça. Bah, Ouais, si, mais elle enfin, je viens de m'en vraiment, rappeler aussi. prends la voisine, enfin, Et ça, j'ai rien compris. C'était quoi aussi sur le pas de la le- porte, je suis là, mais ça Ouais. sort de nulle part. Ouais, oui. Mais alors là, c'est plus les musiques avec des chants de gorge. Non, Ah oui, là ok. c'est les Oui, oui. chorales. Ok. Ouais, c'est la- bah, tu vois, ça j'ai fait, oublié ce très film des années 2000 dans l'esthétisation Voilà. du cul. Oui, oui. Ouais, et La moi là robe, j'étais là les- genre en les- mode ah les- ok, donc ouais. c'est ça le payoff de 2h15. C'est pour ça que je suis un peu dur avec le film, tu vois. Oui, mais encore une fois, je pense pas que. C'est marrant parce que. Mais je pense que ça tient à l'esthétique en fait du film. Parce que s'il avait eu une autre photo et un flow un peu différent, t'aurais pu excuser ces trucs-là. Parce qu'en fait, tu les excuses quand tu te laisses porter. Encore une fois, je le ressors, ça n'a rien à voir. Je le mets pas du tout au même endroit dans le cinéma. Mais tu reproches pas ça à Mulholland Drive, qui te raconte littéralement pas grand-chose. Et Ah qui non, mais sur quand lequel. même, enfin- Bah non. Enfin, tu vois, c'est. Bah, moi je trouve que même d'un point de vue de de l'ambiance et de ce que ça te fait ressentir. Oui, Moi, donc j'ai on est rien d'accord. ressenti, Non, là. mais on est d'accord que c'est un jugement esthétique et que c'est pas que c'est pas juste d'un point de vue du propos et du payoff du film. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas là que réside l'intérêt. C'est un jugement qui est esthétique, mais je peux comprendre. Tu vois, enfin, c'est une histoire de comment tu perçois. Et je pense que la photo fait pour beaucoup quand tu es sensible au truc. Moi, il y a des scènes que je trouve hyper belles. La scène la scène de nuit dans le camping, elle est incroyable. Je trouve que la scène d'hôpital est très bien aussi. Il y a plein de séquences que je trouve très réussies avec une photo très froide. C'est un peu Fincherien de temps en temps. D'ailleurs, ça se voit qu'il a taffé Oui, avec il y a lui. un plan, c'est littéralement un plan de Fincher. Et voilà, et d'ailleurs, le mec s'en cache pas, dit que les films qu'il a le plus vus, c'est les films de Fincher avec lesquels il a bossé, parce qu'il s'est beaucoup inspiré de lui, de sa manière de faire, notamment de Seven et de tout ça, une photo qui est très monochrome. Il y a, tout ça. il y a Alors après, Zodiac aussi. voilà, il y a Zodiac aussi beaucoup. Ouais. Donc voilà, le film. Une fois que tu comprends ça, je veux dire, tu peux l'aborder. Après, oui, il y a un jugement esthétique qu'on peut faire vis-à-vis du film qu'on n'aime pas. J'aime pas non plus cette séquence de fin, je la trouve ratée. Et notamment tout le truc avec l'arc narratif avec la voisine qui est complètement pourri. Mais tu as quand même autour de ça un vrai film. En tout cas, moi, je trouve. Et un objet un peu bizarre. Dans le paysage des films d'horreur qui sortent. Voilà. C'est vrai qu'il est chelou. Hein. C'est vraiment un mélange de plein de trucs. Une espèce de mélange j'aime bien, thématique j'aime pas, et de j'aime forme. bien, j'aime pas. Parce qu'il mélange plein de thèmes, plein de genres d'horreur différentes et il mélange plein de références visuelles un peu bizarres. Donc il a un côté melting pot qui est pas facile, en tout cas qui est un peu bizarre quand tu le regardes la première fois. Moi je m'étais dit ouais bon. Et en le revoyant je le trouve pas si raté que ça. Et je trouve même, pour en tout cas sa grosse partie centrale, plutôt cool. Mais c'est quoi ce que t'appelles la partie centrale en fait? Moi, c'est ça que j'ai du mal à C'est comprendre. entre le moment, c'est à partir du moment où il va à l'institut, où tu as les séquences avec les types qui souffrent dans les bouteilles, tout le discours start-upisé du culte, avec où ils utilisent que des termes qui veulent rien dire. En fait, ils utilisent une articulation religieuse. Où il y a ton extrait. Ouais, c'est ça voilà, qui veut rien dire en fait, où tu as ces gens qui contemplent une feuille noire, tu vois, et qui ont l'impression d'y voir quelque chose, alors qu'il n'y a rien, et en fait, ils y voient littéralement ce qu'ils veulent, tu vois. Il y a le film là, à ce moment-là, je trouve, réussi à créer un truc. Ah ouais, moi, c'est le moment où j'ai lâché parce que, sincèrement, je pense qu'il y a un moment où moi j'ai complètement lâché parce que j'ai retrouvé. Enfin, tu vois, je trouve que ça devait. Mais c'est vrai qu'avant d'en arriver là, il t'en a déjà mis beaucoup. Bah oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est comme s'il s'était adressé à plusieurs publics différents déjà entre temps. Donc en fait, si t'as pas été concerné par les publics qu'il a ciblés avant, bah en l'occurrence, tu vois, moi j'ai bien aimé le prologue, toi, ça t'a pas trop. C'était pas désagréable, mais juste. Voilà. Après, effectivement, t'as ce truc un peu adolescent et tout, où là, moi, j'ai un peu décroché aussi. Enfin, c'est un peu rigolo, quoi. Enfin, mais en mode Disney+. Et après, voilà, de se raccrocher à ce qu'il raconte. À une progression qui sort de la narration classique qu'il a installée au début. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'il est intéressant. L'objet est bizarre, quoi. Qu'il est intéressant pour. Oui, c'est vrai que pour ça, pour ce que tu as dit. Voilà. Maintenant, oui, c'est pas. Et après, t'enchaînes avec la séquence dans la forêt, avec le camp, avec les types qui tournent en rond autour du feu. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. T'as des espèces de scènes d'exorcisme. En vidéo sur lesquels il assiste, auxquels tu comprends pas exactement, enfin tu comprends pas exactement ce qu'ils exorcisent, pourquoi, enfin tu vois, le film a une espèce de
est un peu cryptique en fait dans ces scènes-là, comme si c'était le film générique d'horreur, tu vois, avec tous les codes qui étaient là, mais il y a pas de, il manque le truc entre ces, enfin, je sais pas. Moi, je le trouve hyper chelou, quoi. Et donc pour ça, je trouve qu'il était justifié d'en parler. Voilà, parce que il n'y a pas d'autres Empty Man. Et j'espère que David Prior, il va faire des trucs un peu plus construits, quoi. Où il sera peut-être un peu mieux cadré par une production. Et en tout cas, moi, j'aimerais bien le revoir. L'épisode de... Tu peux laisser Léo s'exprimer, s'il te plaît ? Ouais, pardon, mais... Il a envie. Non, j'ai rien à dire. Bah voilà, tu vois. Parce que moi, je te voyais faire des... oui, non, je pense qu'on a tout dit sur ce que j'avais à dire. Mais... Eh ben, je te remercie. Mais l'épisode du cabinet des curiosités de Guillermo del Toro, qui est quand même pas ouf, globalement, son cabinet de curiosités là. L'épisode que David Prior a fait, l'autopsie, c'est le meilleur épisode, j'ai trouvé. Voilà. Donc. C'est vrai qu'il était bien cet épisode. Ouais. Donc. Je suis dac. À suivre. C'est dac, ouais. À suivre. Mais t'as parlé, Léo, ou pas, toi, parce que vu que j'ai des gros problèmes de mémoire, visiblement, j'ai moi, ce soir, on oublie tout, j'ai l'impression. Bah oui, mais moi, c'est foutu. À force de mener l'enquête, on en oublie notre propre existence. Ouais. Voilà. Vous allez devenir les vaisselles pour le Empty Man. Faites attention. Moi, j'ai déjà soufflé dans une quinzaine de bières ce soir, donc voilà. Hier soir, surtout. Oui, hier soir, surtout, ouais. Sur un pont. Ouais, sous un pont. Non, moi, j'avoue que le film m'a un peu perdu au moment des bouteilles de bière. Mais ouais. Enfin, franchement, on est passé de un espèce d'entité divine démoniaque au fin fond de la montagne à genre des jeunes qui souffrent dans des cadavres de bouteilles sur un pont. Ouais, je sais pas trop. C'est comme Camille, t'as perdu ici, toi. Moi, j'ai un peu perdu là, ouais. J'ai un peu perdu là. Et justement, ce truc de souffler dans les bouteilles, c'est un gimmick qui n'a pas de sens, en fait. Oui. Ils vont le refaire après dans l'Institut. C'est un peu comme le truc, c'est ce qu'il explique, à force de faire un truc et tu vas croire que ça correspond à quelque chose et en fait, bon, voilà pourquoi. Et donc voilà, et d'ailleurs... Essaye de nous vendre ce film comme, je sais pas, genre le manifeste du surréalisme. Non, mais... It's not. Non. Bah, après, chacun il verra ce qu'il veut. Oui, mais voilà. en tout cas, il y a le chant d'Alou et The Empty Man. Non, mais d'ailleurs, ce truc de souffler dans les bouteilles, on le voit dans les souvenirs du type. C'est un truc qu'il faisait avec sa famille pour rigoler à un moment donné, comme si c'était un truc qui avait du sens pour lui, tu vois, mais qui n'en a pas forcément pour nous. Bref, donc voilà, il y a une construction image, il y a une construction, mais il y a pas de. Mais surtout, tu disais que c'était un roman graphique, c'est ça? C'est un roman graphique, mais qui n'a rien à voir avec... parce que dans le roman graphique, tu suis une enquête. Le Empty Man, c'est un peu vendu comme une espèce de maladie, enfin de virus qui se transmet par la pensée, et tu suis une enquête du FBI. De 2 agents du FBI. D'accord. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, écoute, ça n'a pas satisfait. Je ne l'ai pas lu, mais voilà. Écoute, et puis on attend ton épisode sur les films avec des doudounes sans manches, du coup, puisque tu veux nous parler de films profonds et deep. J'ai dit ça, moi? Non, mais je sais pas. Tu veux que j'en fasse un? Oui, attends, okay. Je t'attends. C'est parti. Je t'attends. Mais donc voilà, j'attends ton interprétation de 30 jours de nuit. À chaque fois que tu te moqueras de moi, j'invoquerai la défense 30 jours de nuit. C'est lui il appuie ses modérateurs. Non, d'ailleurs, c'est pas 30 jours de nuit, c'est 30 nouilles de nuit, on a dit. Oui, 30 jours de nouilles. 30 jours de nouilles, pardon. Ouais. 30 jours de nouilles. 30 nuits de nuit. Ou 30 nuits de nuit. Oh non. Ouais, bon, moi aussi, l'Empty Man s'est emparé de moi, je crois. Souffle dans ta canette. Bon, c'est fini là? Oui. Allez, faites vos recommandations. J'en ai pas, donc je vais la trouver là. Lola commence. Oui, alors moi je voudrais recommander une série que j'avais déjà vue et que j'ai revue avec Brice, qui est sortie il y a un petit moment, Big Little Lies. Ah oui, c'est bien. Au moins la première saison, voilà, qui est une série de Jean-Marc Vallée qui nous a quittés. Bam. C'est vrai, c'est terrible. J'aime bien Jean-Marc Vallée. Il est en roue libre ce soir. Mais non, mais il est mort à Noël dans son chalet. C'est hyper triste. Il est mort il y a pas longtemps. Il est mort il y a genre 2-3 ans. C'est vrai. Ouais. Ah oui, c'était lui dans son. Ah bah oui, putain, il Noël, a fait un affaire. Il avait genre 50 balais, le mec. Il est mort. Ouais, c'est vrai que c'était triste. C'est horrible. Enfin, en tout cas, une série vraiment
tout du moins une première saison magnifique avec ouais. un casting incroyable. Donc il y a Nicole Kidman, Zoe Kravitz, Reese Witherspoon, Laura Dern, donc actrice fétiche de Lynch. Enfin, en tout cas, dans c'est Sailor et Lula, c'est ça, je dis pas de conneries. Tout à fait. Voilà, il y a Alexandre Skarsgård et Adam Scott. Et Shailene Woodley. Et Shailene Woodley aussi, ouais, tout à fait. Enfin voilà, donc il y a vraiment un gros casting et la série est vraiment chouette. Moi, je l'ai revue et j'ai repleuré. Moi, j'aime moins la 2, la saison 2. Ouais, la saison 2 est un peu moins bien. Il y a Meryl Streep, mais c'est un peu différent, mais vas-y, je trouve que non, moi c'est voilà. Moi, je trouve que c'est une série qu'il faut absolument montrer, montrer à ses amis, c'est trop bien comme ça. À sa famille et tout, parce que et la saison 2, elle a je trouve un avantage, c'est qu'elle est très didactique sur le rapport à la violence et le rapport psy aussi. Complètement. Je trouve qu'elle est quand même importante. Jean-Marc Vallée, il a fait des séries de ouf parce qu'il en a fait une avec putain, j'oublie tout le temps le nom de cette actrice que je kiffe trop, qui s'appelle Sharp Objects, qui est en une saison. Oui, et alors ça, c'est en termes d'enquête et de thriller, c'est incroyable. Je vais regarder. C'est très bien, avec Amy Adams. Amy Adams, merci. Voilà. Ouais, je regarde. C'est trop stylé. Voilà. Il a fait Crazy aussi. Oui, le film Crazy. En tout cas, c'est très bonne série et même sur les relations entre les femmes et tout. Vraiment, moi, ça me fait pleurer à chaque fois. Ouais. Et il fait un truc, lui, il a un gimmick de réal où il fait il te filme un personnage et il te montre des souvenirs en flash. Il le fait tout le temps. C'est un truc qu'il fait. Il avait développé ce truc-là dans une interview, j'avais vu. Et puis même, il le fait dans chacun de ses films. Puis même, il est tout le temps là dans la série. La deuxième saison, c'est pas lui qui la réalise. Et je trouve que ça se sent, mais là, il y a vraiment la caméra épaule qui bouge un peu tout le temps. Et je trouve ça. On n'a pas l'habitude de voir Nicole Kidman filmer comme ça, en fait. Enfin, et même tous ces acteurs, des acteurs américains, parce que lui, il est canadien, ça. Ouais. Je suis d'accord. On est d'accord, je dis pas de conneries. Et c'est assez. C'est une photographie qu'on n'a pas l'habitude de voir avec ce genre d'acteurs et actrices. Et c'est très beau, c'est hyper. Vraiment, voilà. Gros coup de cœur. À voir. Ouais. Jean-Marc Vallée. Mais c'est vrai que c'est lui qui est mort. Ben oui. Mais ça fait pas très longtemps. Non, ça fait 2-3 ans. Lélé. Ouais. T'as soufflé dans une bouteille, tu recommandes. Non, je vais vous recommander un concert où je devais peut-être aller ce soir, mais du coup on enregistre. Voilà, je n'y vais pas. Ah, le bâtard. Non, c'est un. Du coup, les gens qui nous écoutent, ils pourront pas y aller non plus parce que non, ça sera mais passé. je vais recommander l'artiste. C'est un de mes rappeurs préférés. Ah bon ? C'est JPEG Mafia. Ah ben oui. Et tu nous as fait écouter. Ouais, alors il faut un peu s'accrocher, hein. C'est pas forcément audible pour tout le monde, je pense. Mais moi j'aime beaucoup. Et voilà, son dernier album est vraiment impeccable, je trouve. Donc foncez écoutez JPEG Mafia. Je sais pas s'il repasse. Il est en tournée, mais je sais pas vraiment s'il repasse en France. Je crois qu'il a quand même quelques autres dates prévues si vous arrivez à le choper avant qu'il s'en aille vers d'autres contrées. Voilà, je vous recommande chaudement. Voilà, c'est ma petite reco. Ok. Camille. Moi, c'est une série aussi qui a commencé il y a pas longtemps. Qui s'appelle The Pit, pays de thé, comme Brad. Pas comme un trou. Non, c'est une série qui est faite par les équipes des mecs d'urgence, je crois. C'est une série médicale, nouvelle série médicale. Ah mais oui, c'est... Et qui est sur le principe Noah de 24 heures chrono. C'est avec Dr Green. Je sais pas de quoi on Noah parle. Wild. C'est qui C'est dans Urgence, c'est pas Dr Green. Ah bah voilà, c'est ça. Ok. Oui, c'est Dr ancien. Carter, pardon, Dr Carter. C'est un ancien d'urgence qui revient. Donc là, on est dans l'hôpital public de Pittsburgh et on est aux urgences. Et le héros, c'est un peu le chef des urgences. Et je trouve que cette série, elle est vraiment cool parce que elle est, enfin en tout cas pour l'instant, les 3 épisodes que j'ai vus, moi, sont pas trop dans le spectaculaire. Il y a des trucs dégueux, mais on n'est pas dans la course effrénée. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de la musique d'ambiance pour montrer à quel point nous soignons nos héros, même si nous soignons nos héros, bien sûr, mais là non. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que par petites touches, on peut voir un peu l'état de l'hôpital public américain, donc la question des lits évidemment, la question du fentanyl aussi beaucoup, et voilà, sous couvert des séries médicales
moi j'aime bien parfois, c'est un peu un réconfort. Ouais. Là, je trouve que c'est quand même très chouette. The Pit. Ah, je vais regarder. Eh Ouais. ben, je Sur HBO. te remercie pour ta. Déjà, je vais regarder. Et du coup, ça m'a inspiré une recommandation. Ah bah c'est fabuleux. Je recommande l'hôpital public. Non, mais moi, je suis pas un ouf des séries médicales. Alors, celle-ci, elle a l'air bien, parce qu'il y a le Dr Carter. Mais parce que pour des raisons qui me sont propres. Mais il y en a une que j'aime bien aussi, que je vais vous recommander, qui s'appelle This is Going to Hurt. D'accord, ok. ça avait J'ai l'air vu très ça, bien. c'est trop drôle. Ça va faire. Ouais. Enfin, non mais c'est bien, c'est Oui. c'est très très malin comme c'est Parce que c'est pas hyper drôle à la fin, mais en tout cas, il y a des aspects de la série qui sont assez drôles. Ouais. C'est une série donc qui est britannique pour le coup et qui donc se passe dans les hôpitaux publics anglais et on y suit un jeune, on va dire chef de clinique. Dans un service de gynéco-obstétrique qui encadre une interne, des étudiants, tout ça. Et la série montre sa vie à l'hôpital et sa vie personnelle. Et fait l'aller-retour en permanence entre les deux, et ça permet de mettre en évidence les failles d'un système de santé public qui souffre probablement de ne pas être assez financé. Je connais pas les détails du fonctionnement de l'hôpital en Grande-Bretagne, mais ils ont l'air de souffrir des mêmes problèmes que chez nous en France. Voilà, donc un système gratuit et qu'il faut financer. Et donc voilà, et donc c'est une série, du coup il y a tout un tas de trucs qui se passent dans sa vie, il y a tout un tas de trucs qui se passent dans l'hôpital. Ça commence, c'est plutôt marrant, et ça se termine, ça l'est moins. Mais voilà, et donc c'est une série qui a été créée par un type qui s'appelle Adam Kay, qui a écrit un bouquin qui s'appelle This is Going to Hurt, et qui lui-même, qui raconte plus ou moins sa vie, parce que lui-même était médecin dans un service de gynéco-obstétrique, et il a arrêté sa carrière de médecin suite à un drame qui est plus ou moins expliqué dans la série. Voilà. Ça a l'air trop bien. Ouais. Ouais. Enfin, c'est pas très gay, mais... Non, mais c'est ouais. Et puis l'acteur, c'est Ben Whishaw là, qui est super bien. Qui est un super acteur. Donc voilà. Ouais, je regarde. Voilà. Bon, et puis Plein de séries, dis donc. Ouais, des séries. Ouais, là, dis donc. Et le groupe de rap de Léo. Ouais. Enfin, un pas épisode de Léo. Mais... Ah c'est juste, il est tout seul. Ouais, bon. Par rapport aux trois séries. Oui, non, mais il qu'on dit a il est recommandé. tout seul, c'est pas Ah un non, groupe. lui, il est tout seul, oui, pardon. On n'est pas sur la même fréquence que Léo ce soir. Mais là, Non, ça... les ondes Mais vibratoires, je suis elles désolée, Il se... les met sur une autre fréquence. Ouais. Moi, je disais, Vous n'avez pas soufflé dans le même apo que moi hier soir. Donc, Faut pas savoir dans quelle peau tu souffles, Léo. Franchement, ça ne me regarde pas. Oh. Non, mais voilà quoi. Enfin, je sais pas. Toujours plus quoi. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et puis continuez de mettre des bonnes notes, continuez de nous écouter, de nous suivre. Là, je sais pas, on voulait faire un truc pour. Je sais pas, on voulait que vous puissiez suggérer des thèmes qui se basent sur les recommandations. Enfin bref, soon. On vous en reparlera. On vous en reparlera sur les réseaux. Lola vous en reparlera sur les réseaux parce que c'est elle qui s'occupe de la partie Mais il faut pas dire. communication. Les gens, ils savent pas à qui ils parlent quand Voilà, vous parlez à Lola. Tu viens de ruiner le mystère. J'avais que des fans de Camille. Voilà. Eh ben non. Voilà. Bon. Attends, moi je dis Hollande, je peux pas gérer Instagram. Moi, je dis une émission, donc. Et le butane. Putain. Faites vos jeux. Oh, le Et butane. lui, il dit, il est tout seul. Léo, c'est sa phrase. Bon, Allez, on vous fait des bisous. Merci. À bientôt. Dans 15 jours. Ciao. Bisous. Ciao, Reposez-vous. bye. Ciao.